Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour notre nouveau webinaire sur le sujet de l'open banking organisé par Finance Innovation. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Finance Innovation est un pôle de compétitivité créé en 2007 par l'État. Nous rassemblons un écosystème de 600 partenaires, parmi lesquels 400 startups, une centaine de grands groupes et tout ce qui constitue l'écosystème financier classique. Nous avons à cœur de rassembler cet écosystème, de le faire se rencontrer pour créer des nouveaux partenariats, des nouveaux business et permettre la croissance de belles et jeunes startups. Donc, ce webinaire a été co-organisé par Tink et le pôle. Nous sommes hyper heureux de vous avoir tous aujourd'hui. Nous aurons 2 magnifiques tables rondes. Je vais laisser les intervenants présenter les tables rondes et leurs personnes. Donc voilà, je vais lancer la première table. Messieurs, si vous voulez bien venir. Bonjour à tous et bienvenue à cet événement organisé par Finance Innovation et Tink autour de l'open banking. Donc déjà, merci à eux pour l'organisation. Donc aujourd'hui, on aura 2 tables rondes dont j'aurai le plaisir d'être l'animateur. La première table ronde va essayer de répondre à comment la pandémie a modifié les priorités d'investissement dans l'innovation et le digital. Et la deuxième table ronde répondra à la question, l'open banking est une évolution ou une révolution? Donc, avant de commencer, je propose qu'on fasse un rapide tour de table. Donc, je vais commencer. Donc, je m'appelle Guylain Debreuil. Je suis directeur associé au sein du cabinet Elancy, un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management spécialisé dans l'industrie financière. Et donc, on accompagne notamment nos clients, donc banques, assurances et fintech, dans leur réflexion et la mise en œuvre de nouveaux modèles de distribution et de coopération en lien avec l'open banking. Donc, Julien, si tu veux très bien, je commence. Julien Ribert, bonjour à tous, ravi d'être ici. Je suis le Chief of Staff Digital de BPI France, donc en charge du pilotage, de la coordination de tous les projets de transformation digitale de la banque, mais également tous les nouveaux projets qu'on mène à l'extérieur. Et j'ai une casquette Open Innovation et une casquette aussi de plus en plus importante sur la transition écologique et énergétique de l'entreprise. Bonjour à tous, donc Jérôme Albus, moi je suis directeur pour l'Europe du Sud de Tink, dont la France fait partie, le Benelux aussi, alors on appelle ça Europe du Sud, plus ou moins du Sud, et j'ai eu l'occasion il y a 2 ans et demi à peu près maintenant d'ouvrir le bureau de Tink en France et de développer cette activité autour de l'open banking pour venir enrichir un petit peu ce qui était fait localement, d'ailleurs qui avait été très bien commencé localement et qui continue d'ailleurs, pour démocratiser vraiment tous les usages autour de l'open banking. Bonjour, donc moi Guillaume Maigre, donc je suis le directeur commercial de Expolens, qui est une des fintech qui appartient à la branche paiement du groupe Natixis. Et donc on a pour vocation de proposer sur le marché une offre de banking as a service ou d'embedded payment qui permet à nos clients, qui sont souvent des corporates ou des gros industriels, de se transformer et d'imbriquer des briques de paiement au sein de leur métier, voilà, pour leurs offres. Bonjour à tous, Hugues Mercier, je suis le directeur général de Omax pour moi, qui est une des fintech du groupe Crédit Mutuel Arkea, qui a été créée en 2017 sur un postulat assez fort sur l'open banking. Donc, on est dans le sujet. Merci à vous. Donc pour commencer, on va pouvoir commencer la table ronde. Donc la pandémie, on l'a tous observé, a eu des impacts assez forts sur le secteur de l'industrie financière, tant sur les manières de fonctionner des banques que sur les attentes des clients. Donc il y a un rapport de Tink qui a été produit en 2021 qui illustre bien ces problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur financier. Et ce rapport met l'accent sur 3 grandes priorités. Un, c'est l'amélioration de l'expérience client, donc soit en proposant de nouveaux services digitaux
où, en proposant des parcours sans couture et optimisés, donc via des modèles de distribution qui changent, donc avec des modèles plateformes, des modèles intégrés ou des modèles type BAS. Il y a aussi l'amélioration de l'excellence opérationnelle et l'optimisation des processus, notamment pour retrouver de la rentabilité, et notamment dans un contexte de taux bas, de pression sur les commissions et dans un risque de crédit et de défaut qui est accru. Et ça, je pense que Julien pourra nous expliquer les use cases mis en place par BPI. Et ensuite, le dernier, c'est la digitalisation des parcours clients avec 4 grandes priorités, ce qu'on observe sur les marchés. Donc, c'est 4 grands parcours, donc l'entrée en relation, la gestion quotidienne et des opérations courantes, la demande de crédit et la signature en ligne des contrats. Et dans tout ça, le rapport de Ting met en avant que 70% des dirigeants d'entreprises dans le secteur financier disent que l'open banking est un accélérateur pour répondre à l'ensemble de ces problématiques. Et ce qu'on va tenter dans cette première table ronde, c'est d'apporter des réponses concrètes à ces problématiques. Et donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est que chacun donne sa définition de l'open banking. Et on peut commencer par toi, Julien, si ça te va. Donc c'est là que je sors la punchline que BPI France est leader de l'open banking. Alors, leader historique par son modèle, comme vous le savez, BPI France, pour certains, c'est une banque un peu particulière qui accompagne les entreprises dans leur développement sur toutes les lignes possibles bancaires, financement, investissement, garantie, accompagnement, export, bref. Tout moment de vie de l'entrepreneur en fait, est accompagné par BPI France et forcément notre modèle repose sur le partenariat. Donc, c'est-à-dire qu'on est en partenariat avec toutes les banques, toutes les régions, tous les réseaux d'accompagnement, tous les fonds d'investissement quasiment. Donc, c'est ancré dans notre ADN. Donc là, maintenant, la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on profite quelque part de cette habitude du partenariat, de cet ADN, pour se reposer sur des partenaires aussi stratégiques sur la partie tech. Et là, c'est tout le sujet, effectivement, où nous, on a, par exemple, chez BPI France, à peu près une centaine de partenariats tech qu'on considère étant l'open innovation et orienté bancaire, donc on peut appeler open banking par extrapolation. Donc notre définition, c'est comment faire toujours mieux, toujours plus avec des partenaires externes dans le domaine bancaire. Alors, nous, la vision qu'on a de l'open banking, je rejoins tout à fait ta démarche. L'approche qu'on a va être un petit peu plus technique, dans le sens où ce que l'on voit au niveau de l'open banking, c'est un phénomène, je ne vais pas dire qu'il est nouveau, parce que maintenant on peut considérer qu'il existe depuis probablement 10, voire 20 ans. On a acheté une société il n'y a pas très longtemps en Espagne, Eurobits, qui a commencé dans ce domaine il y a 20 ans, à aller chercher de la donnée au niveau de la banque. Donc le concept, c'est vraiment de dire, les banques ont toute une série de données sur les clients. On a la possibilité d'exploiter ces données pour de nombreux cas d'usage, évidemment avec le consentement, l'autorisation du client final, mais l'idée de l'open banking, c'est de pouvoir accéder via des plateformes à ces données pour pouvoir développer différents types de cas d'usage. En gros, je le vois comme un peu un Internet de la donnée bancaire sur lequel on va mettre en place des tuyaux qui vont être ultra sécurisés dans un contexte réglementé pour pouvoir aller chercher la donnée et ensuite charge aux différents intermédiaires d'exploiter cette donnée pour pouvoir développer différents types de cas d'usage. Pourquoi on pense que c'est quelque chose qui va énormément se développer et qui va aller partout? Si on regarde un petit peu au-delà de la définition, la vision de l'open banking, c'est parce que la donnée bancaire est extrêmement riche. Elle apprend beaucoup de choses sur les comportements de dépenses et de revenus des différents clients. Donc ça, on peut en faire déjà beaucoup de choses. Mais en plus, c'est une donnée qui est extrêmement fiable. Donc pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, au niveau des parcours, par exemple, d'engagement, parcours d'acquisition client, échange de données, on peut se focaliser sur cette donnée bancaire en se disant mais il y a une certitude qu'elle soit correcte. Donc à partir de là, il y a toute une série de cas d'usage qui peuvent se développer et on va en parler un petit peu plus évidemment pendant la séquence aujourd'hui, mais c'est dans cette direction que l'on va. Et ensuite, pour finir, évidemment, le dernier point, et je pense que ce sera un des thèmes abordés dans ces deux panels, c'est le sujet paiement, puisqu'à partir du moment où on a un accès au compte bancaire, évidemment, on peut récupérer de la donnée, mais on peut aussi initier des paiements, et là, ça va amener à de nombreux cas d'usage très différents de ce qu'on peut connaître aujourd'hui et beaucoup plus optimisés. Guillaume, à moi, ouais. Je pense que vous avez un positionnement un peu différent. Sur le paiement, on est très technique, donc côté Expolens aussi, on va dans une définition de l'open banking qui est assez technologique, assez technique. On se positionne comme un enabler pour maximiser, accélérer la digitalisation des entreprises en imbriquant des briques de paiement. Donc, on aime bien maintenant parler plutôt que d'open banking de embedded payment et ça s'appuie sur 3 principes clés de notre offre.
La première, c'est la mise à disposition d'une plateforme technologique à travers des API. Donc, c'est des interfaces techniques qui permettent non pas nous d'être présents sur les interfaces de nos clients, mais d'être en totale marque blanche. Et donc, c'est nos clients qui présentent leur offre et qui imbriquent des moyens de paiement dedans, des briques de paiement. Le deuxième, ça tourne autour de la data. Donc, je rejoins un peu Tinks. Alors, c'est un peu différent parce que nous, on ne collecte pas la donnée existante. On donne plutôt la capacité à nos clients de collecter de la donnée issue du paiement, notamment à travers des briques d'émission de cartes au nom de nos clients, de gestion de flux entrant ou flux sortant autour d'un compte de paiement pivot. Et donc, ces clients vont pouvoir capter de la donnée au quotidien, puisque le paiement est quand même quelque chose de très présent de tous les jours dans notre vie. Et donc, ça va les aider à se positionner sur la segmentation de leurs clients, sur l'amélioration de leur chiffre d'affaires, ce genre de choses. Et puis, le troisième élément clé est finalement de dire on ne s'adresse pas uniquement à des banques, on va fournir des briques de paiement qui étaient initialement prévues pour le monde bancaire, mais depuis ADSP2, on peut s'adresser à des entités qui sont non réglementées. Et ça, c'est finalement c'est même le premier. C'est à partir de ce postulat, on est capable de vous donner accès aux données de paiement et puis de vous donner accès à des interfaces techniques qui étaient initialement dédiées qu'aux banques. Voilà. Okay, super. Enfin, Hugues, alors Max. Moi, j'ai une approche un peu plus philosophique du sujet et moins technique. Pardon. Moi, j'ai une approche un peu plus, ou une définition un peu plus philosophique que technique, même si on est dans un groupe où on aime beaucoup la technique. Pour moi, l'open banking, c'est vraiment une accélération de cette tendance de fond de la capacité à proposer des services qui n'ont pas nécessairement été conçus en interne. Et dans le paysage bancaire traditionnel, tout était verticalisé, tout le monde faisait tout. Et l'open banking, c'est vraiment l'accélération d'une tendance où on est tous producteurs et consommateurs de données et de services qu'on ne fabrique plus nécessairement en interne et qu'on peut aller chercher, et chez Omax pour moi, c'est ce qu'on fait, qu'on peut aller chercher en dehors des solutions du groupe, qu'on peut aller trouver dans notre groupe. Et du coup, on va essayer de combiner ces différentes solutions techniques pour créer de l'usage et de la valeur pour le client. Okay, super. Ensuite, deuxième question. Donc, il y a eu la pandémie qui nous a touché assez durement. Sur vos marchés respectifs, quelles sont les principales tendances que vous avez pu observer et les stratégies observées sur vos marchés? Donc, si on peut commencer sur le monde de l'entreprise et notamment le crédit, Julien. Bon, et finalement, la pandémie a été un gros coup de booster sur la digitalisation. Alors, je pense que beaucoup le partagent et chez BPI France, on partage aussi ce constat. C'est qu'en mars 2020, quand tout a été fermé, quand tout le monde s'est retrouvé à la maison et sans plus aucun commerce ouvert, on a eu un gros risque là de défaut de trésorerie des différentes entreprises qui étaient engagées sur leurs différentes charges. Donc effectivement, côté BPI France, l'urgence a été de réagir directement à cette situation et de s'adapter. Et c'est là qu'on a effectivement mis les bouchées doubles pour sortir cette fameuse plateforme PGE. Donc, c'est une plateforme token en fait, qui délie des aides, des autorisations et qui, quelque part, rassure, en tout cas, garantit les entreprises lorsqu'elles vont aller demander un prêt de trésorerie à la banque. Et c'est ce qui a été fait là très rapidement en 2 semaines. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Il y avait tellement de volume. Hein. Dans le PGE, on parle quand même de 800 000 maintenant demandes de prêts garantis par l'État. Ça ne suffisait pas. Ça laissait aussi sur le carreau beaucoup d'entreprises, notamment les plus petites. Et c'est là qu'effectivement, BPI France a accéléré sur la digitalisation de plateformes digitales de délivrance de crédit pour les TPE. Et cette fois-ci, plutôt adossé aux différents fonds régionaux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réussi à mailler l'ensemble du territoire français sur des prêts qui étaient vraiment adaptés aux problématiques locales de trésorerie. Et tout ça en digital, 100% digital, avec des parcours 100% digitaux, et qui du coup se reposent sur ce qu'on disait avant, sur toutes les briques externes qu'on a pu agréger par le passé et mettre quelque part à profit pour accélérer cet accès au crédit. Donc c'était une période effectivement un peu compliquée sur laquelle nous, notre grosse priorité a été comment est-ce qu'on développe ce canal digital pour en fait tout simplement avoir un gain en célérité, hein, en accélération pour délivrer ces crédits-là. Et bien sûr, après, c'était un peu la pause du quoi qu'il en coûte. La question à se poser, c'est est-ce qu'on aurait le défaut à un moment donné qui tomberait? Là, on est toujours en train de regarder comment calculer tout ça, mais je crois qu'il y a une question après qui parlera un petit peu des modèles qu'on peut mettre en place. Ouais, on peut y aller directement. Je peux continuer dessus. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a commencé nos plateformes digitales de distribution de crédit
sur des outils classiques et une partie d'outils de core banking system qu'on avait à disposition, mais qui étaient plutôt adaptés PME sur des circuits physiques. Et en même temps, on y a rajouté des briques technologiques de fintech avec lesquelles on avait déjà commencé à expérimenter. Par exemple, je pense citer quelques-unes, Hubble sur le KYC, sur le face matching, pour reconnaître le dirigeant à distance. Toute la partie collecte documents LCBFT contrôle avec Flaminem. Donc en fait, on a repris ces différentes briques. United qui aussi a assuré toute la partie middle office. Et pour autant, toute la partie risque au début était encore gérée sur notre modèle interne et pas forcément adapté au scoring TPE. Donc c'est là, en fait, on a commencé à travailler, à améliorer, à vouloir essayer d'améliorer ça pour anticiper justement ces risques de défaut. Et on a travaillé, maintenant on travaille avec October, qui du coup est beaucoup plus expérimenté que nous sur ce canal digital de vérification du risque. Et donc, en fait, on reprend leurs différentes briques techno qu'on intègre, nous, dans notre modèle. On compare. On fait de la comparaison, tout simplement. On regarde dans quel cas October aurait dit oui, dans quel cas on aurait dit oui ou non. Et en fait, on regarde comment nous ajuster en fait, tout simplement notre modèle pour avoir une prévision de défaut qui soit la plus précise possible. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà. Donc ça, voilà, c'est le modèle plateforme digitale. Et donc, si on résume, c'est bien ce modèle de coopération avec l'adjonction de briques technologiques qui sont proposées par des tiers pour proposer un service digital et complètement de bout en bout. C'est ça. De l'analyse jusqu'au décaissement. On a à peu près une douzaine de fintech. Je vous ai cité les plus marquantes, mais on a différents, même sur la vérification derrière des IBAN, on a différents types de fintech en fait, qui interviennent à différents moments de la chaîne. Et donc, pour nous, le cœur, l'important, c'était vraiment de dimensionner un nouveau core banking system, quelque part, qu'on appelle Hypercube chez BPI France, qui est vraiment ce socle, cet asset technologique qui nous permet d'être ultra fonctionnel et interopérable entre les différentes briques technologiques qu'on peut y plugger. Voilà. Donc c'est ça vraiment notre investissement clé suite à la pandémie. C'est la tech pour booster, tout simplement accélérer l'accès au crédit pour les différentes entreprises. Et donc forcément un gros gain sur l'expérience client en ligne et sur la rapidité. Ouais. Okay. Super, et ça a été assez bluffant parce que vous avez pu lancer la plateforme PGE en un mois. Ouais, c'est ça, en 2 semaines PGE. Alors en fait, c'était plutôt. Enfin, c'est arrivé au bon. J'ai pas envie de dire bon moment parce que je pense qu'on a tous souffert, on en souffre toujours de cette crise sanitaire malheureusement. En fait, on avait tout simplement commencé à mettre les premières briques sur notre banque en ligne. On a une banque en ligne BPI France, un espace transactionnel pour tous nos clients. Et justement, on avait commencé à travailler cette partie-là parce que 2020 devait être l'année du décollage de notre banque en ligne. Bon, il s'avère que elle est restée au chaud et on a mis en fait tous les efforts, tout ce qu'on avait commencé à construire, on a tout simplement mis les priorités sur PGE. Donc tout était globalement prêt, un peu en kit Lego qu'on a dû assembler au mois de mars. Et on a repris cette même recette pour les autres plateformes par la suite. Et aujourd'hui, on devrait être à peu près une vingtaine de plateformes qui ont été développées et à chaque fois avec une ossature un peu commune et toujours avec des spécificités régionales ou type d'entreprise qu'on peut atteindre. Okay. Si on passe côté plutôt retail, chez Omax, c'est quoi les tendances que vous avez pu observer et c'est quoi vos réponses à tout ça? Alors nous, on a été impacté comme tout le monde, et j'allais dire peut-être un peu plus fortement sur le marché du retail, parce qu'en plus, on ciblait particulièrement la clientèle des voyageurs. Ouais. Donc historiquement, là, subitement, il y a eu un arrêt au stand. Donc nos clients, notre base client a changé en fait du fait de la pandémie. On a gardé cette cible et cette philosophie, mais elle s'est diversifiée et les gens venaient davantage aller chercher du conseil, de la recommandation et plutôt de l'efficience financière sur du cashback, sur de la recommandation, sur des services additionnels qui n'étaient pas initialement dans la cible de notre segmentation clientèle, qu'on était en train d'intégrer et qu'on avait. Et du coup, on a accéléré nos démarches sur ces sujets-là et c'est comme ça qu'on a intégré le cashback assez vite avec des partenaires externes pour justement répondre à cette demande de notre clientèle. Et vous avez du coup cette notion de cashback, mais vous avez annoncé là, au début, je ne sais plus c'est quand, fin décembre. Fin décembre, oui. Le lancement d'une nouvelle offre autour de tout ce qui est éco-coach et empreinte carbone. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans cette nouvelle dynamique des attentes des clients. Alors là-dessus, il y a beaucoup d'initiatives dans le paysage bancaire, notamment néobanque en ce moment sur le sujet. Nous considérons que, étant donné qu'on est dans
entreprise qui a un ADN fort local, engagé auprès de ses clients. On était tout à fait légitime pour adresser ce sujet, premièrement. Et deuxièmement, on pouvait y apporter des réponses intéressantes pour le client au travers des technologies qu'on avait déjà. Je pense à l'agrégation de comptes, l'agrégation de cartes, et travailler avec des startups, notamment comme Greenly, qui permettaient du coup de rendre le bilan carbone de toute la vie bancaire du client. On pouvait créer quelque chose qui n'existait pas à l'heure actuelle, de relativement disruptif. Et donc, du coup, oui, depuis décembre, on est en test en Friends and Family et on va lancer l'offre fin février, début mars au grand public. Et l'idée, c'est d'enrichir la chaîne de valeur. C'est-à-dire que le cashback, par exemple, qui est vraiment un service et une fonctionnalité du quotidien pour essayer de récupérer un petit peu de pouvoir d'achat. Là, dans une démarche plus éco-responsable, on va le bloquer pour le client et en faire bénéficier une association sur laquelle nous, on abondera. Enfin, une fondation, en l'occurrence, pas une association. Et du coup, on essaie d'engager nos clients au travers de la prise de conscience de leur impact carbone, de leur consommation, donc de ce qu'ils voient au niveau du cashback, et du coup en faire quelque chose de vertueux avec du giveback. Et après, évidemment, on va continuer à enrichir avec de l'assurance vie ISR, ce genre de produits, pour justement continuer à moi, je ne veux pas avoir un discours moralisateur sur ce sujet parce que je pense absolument pas crédible pour l'avoir. On veut juste proposer à nos clients de prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font pour essayer d'encourager un changement et une évolution par rapport à ça. Et donc tout ça, toutes ces différentes briques, il y en avait qu'on vient d'intégrer, ça a été permis par l'open banking et du coup, c'est ce qui permet de créer la valeur pour nos clients. Et du coup, si on récapitule un peu, vous êtes plutôt dans un modèle à la fois d'innovation interne en capitalisant sur les assets du groupe Arkea, donc notamment budget ou le peu innovation et opération, et aussi dans un modèle de, on va dire, plateforme, où vous proposez des services de tiers pour justement enrichir l'expérience client et proposer de nouveaux produits et services. Donc ça, l'exemple de Greenly ou Cashback. Ouais. Ça, vraiment, c'était un postulat qui était très fort au moment de la création d'Omax pour moi. C'est que si un service existe dans le groupe et est une commodité, alors, le core banking, enfin pour nous banquiers, on fait de la banque en marque blanche et pour des tiers en B2B, le core banking c'est une commodité. Pour d'autres ça l'est pas, mais pour nous ça l'est. J'ai aucun intérêt dans une société incubée en interne à aller chercher un core banking à l'extérieur. Si ça n'existe pas dans le groupe, on va se poser la question de est-ce qu'il faut le développer ou est-ce que ça existe sur le marché et c'est une commodité. L'agrégation de comptes, quand la société a été créée en 2017, en 2018, c'était en train de devenir une commodité. On ne l'avait pas en interne. On a racheté Budget après. Du coup, on a été voir Budget en devenant client de Budget et en prenant leur solution parce qu'on n'allait pas développer ça en interne. Bon, il se trouve qu'après, on les a rachetés. Et par contre, l'agrégation de cartes, qui n'existait pas sur le marché français, on s'est dit, on a l'expertise monétique et technique pour le faire, donc on va le développer en interne. Qui n'existe d'ailleurs nulle part à part en Angleterre. Exactement. C'est ça. C'est quand même un asset assez puissant. Tout à fait. Mais du coup, on se pose la question. En fait, on est dans une logique un peu héroïste, si je peux me permettre l'acronyme, de se dire est-ce que ça a un intérêt de mobiliser des ressources en interne qui sont toujours chères, coûteuses, rares et du temps sur quelque chose qu'on peut aller chercher sur le marché et qui a un prix de marché. Voilà. Et chez vous, Xpollen, sur vos marchés, donc déjà les tendances observées pendant la pandémie et comment vous avez vous apporté des réponses Alors, les tendances d'usage, on a vu que pendant la pandémie, évidemment, plus personne voulait, surtout au début, plus personne voulait sortir de chez soi. Une forte digitalisation, quand on sortait chez soi, il fallait que ce soit instantané, rapide. Donc, il y a deux tendances, deux choses qui ont bouleversé, qui ont accéléré vraiment la digitalisation. C'est d'abord l'entrée en relation. Je pense qu'il y avait des enjeux très forts de tous les partenaires économiques de l'industrie, quelle qu'elle soit, qui ont pris conscience qu'il fallait rentrer en relation avec leurs clients, puisqu'il n'y avait plus de contact physique. Donc, comment le faire? Donc, il fallait rentrer en relation via le digital pour garder le contact. Et puis après, le deuxième usage, c'était, une fois que j'étais client, c'était de dire comment je vais utiliser ma carte, comment je vais utiliser le service finalement. Alors, pas la carte, nous on est plutôt côté paiement, mais le service tout court. Et je trouve qu'en 2 ans de crise, même un peu plus maintenant, cette rentrée en relation, il y a eu une maturité de tous les enablers, de tous les acteurs sur la place qui ont permis finalement
sur des sujets qui sont techniques, réglementaires, assez compliqués au niveau de l'open payment, d'aller très vite, parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de rentrer en relation avec votre client en 100% digital, en quasi temps réel. Tu citais tout à l'heure Hubble, on s'appuie aussi sur ces technos similaires. Un scan de carte d'identité, un scan facial, et ça y est, vous avez capacité à ouvrir un compte. Et ça, c'est assez fou. Et donc, il y a 2 ans, si on regarde, ça n'existait pas vraiment, en fait. Ou c'était pas stable, ou c'était… Donc, il y a eu une grande maturité là-dessus. Et donc, ça, c'est quand même très important pour beaucoup de sociétés, parce que si c'est… Et du coup, Xpolens dans tout ça Xpolens, nous, on est l'enabler derrière. Donc, on ne fait que bénéficier à nos clients, enfin, proposer à nos clients ce genre de briques de paiement. Et donc, derrière, ça déclenche des réflexions de nos clients qui sont soit des fintechs et qui sont assez matures sur le sujet, soit plutôt des gros corporates, et là, qui commencent, grâce à ces usages et à cette transformation des usages, d'avoir des réflexions en disant, mais finalement, il y a des choses à faire autour du paiement. Allons voir des institutions, des entreprises comme Xpolens ou autres, pour voir ce qu'on peut faire et comment je vais pouvoir améliorer mon offre de service, l'agrémenter, augmenter ma valeur, etc. Donc, on est là pour ça. Ce qui est assez fort dans ce que vous faites, c'est effectivement proposer à des acteurs non financiers, dans un modèle de banque et de service, des produits et services bancaires, eux capitalisent sur votre licence bancaire. Et on a vu, pendant très longtemps, c'était Trésor qui avait son offre dédiée aux néobanques. Et maintenant, on voit un peu un effacement des frontières où on a des acteurs qui ne sont pas du tout dans le monde de la finance, qui font appel à vos services pour optimiser, dans une logique de finance embarquée, optimiser la gestion de leur flux. Et est-ce que tu peux nous en dire Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, alors là, on a parlé de l'usager final, d'une offre plutôt consumer, mais en interne, les processus métiers méritent aussi d'être révisés, d'être transformés, et l'inclusion financière, l'embedded payment participe à ça. Donc aujourd'hui, par exemple, on ne se présente pas comme banque, on se présente comme enabler, et on a une capacité à ouvrir des comptes de paiement, mais qui deviennent un outil techno, une capacité à émettre des cartes, donc c'est des cartes virtuelles, physiques, peu importe, et là aussi, ça va être des outils techniques. Et si on présente bien les choses, les grands retailers, les grands corporates nous voient de façon assez intéressante, et ils vont se dire on va pouvoir optimiser nos processus métiers internes, qui étaient complètement dédiés, par exemple, sur la gestion de la trésorerie ou à des équipes financières, et aujourd'hui qui vont pouvoir déléguer ce genre de choses à des équipes qui n'ont pas de capacité, d'expertise comptable ou financière, mais qui sont dans des workflows, dans des processus métiers très cadrés, qui vont pouvoir déclencher des paiements. Donc, hier, vous déclenchiez un paiement en fin de journée par batch de 5 000, 100 000 euros, et donc là, il y avait une responsabilité financière importante. Aujourd'hui, ça va se faire au fil de l'eau par des appels API où, en fait, finalement, l'opérateur du back-office, par exemple, dans le monde de l'assurance, va dire « j'ai validé le remboursement de tel artisan et je vais pouvoir mettre à disposition en temps réel des fonds sur le compte bancaire de la banque principale du client, ou au contraire, je ne sais pas, je suis à l'étranger, j'ai eu un grave accident, j'ai besoin, je n'ai pas accès à ma carte bancaire, d'émettre une carte de paiement Visa, utilisable partout dans le monde, en temps réel, pour pouvoir payer mon billet d'avion, revenir chez moi, etc. Donc, c'est ces cas d'usage qui sont en train d'émerger, et il y a pas mal de corporates qui réfléchissent autour de ça, et on n'est plus du tout dans la restriction du digital banking, donc de la pure fintech qui va se positionner sur une verticale donnée ou des choses comme ça. Mais on est bien dans cette notion d'embedded payment
où je vais prendre juste certaines briques qui m'intéressent par rapport à mon usage. Et nous, Xpolens, on va être effacé derrière, on est totalement en marque blanche, on va juste porter la complexité réglementaire et risque fraude pour simplifier finalement et pour donner accès à nos clients juste à des briques techniques, et eux vont se concentrer sur la distribution et sur la proposition de valeur. Nous, on reste très effacé derrière. Voilà. Et dans tout ça, merci. Et dans Long. tout ça, Tink, en tant que spécialiste de l'open banking et enabler, c'est quoi les solutions que vous pouvez apporter pour justement accélérer ce mouvement et apporter de la valeur à nos acteurs qui sont là? Oui, alors c'est assez intéressant parce que ce que je viens d'entendre correspond complètement à tout ce sur quoi on travaille, à la fois d'un point de vue produit, mais aussi avec différents types de clients sur le marché européen. Tu utilises le mot enabler, c'est vrai que ça veut dire beaucoup et pas grand-chose, enfin si, beaucoup de choses en fait. Tink, si on le regarde, c'est un peu pour moi la même définition que l'open banking. On est un moyen, on n'est pas un objectif. On est là pour fluidifier les choses, pour améliorer la capacité d'innovation des entreprises avec lesquelles on travaille, et notamment des grandes banques et des grandes institutions qui ont de facto, par leur taille, du mal à innover. Donc, on va faciliter ça. Et on va faciliter aussi l'innovation chez les plus petits acteurs. Donc, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui vient d'être dit, un des très gros sujets de Tink, et d'ailleurs qui s'est transformé à la fois par un très gros focus produit, mais aussi par des acquisitions l'année dernière, c'est tous les sujets de crédit. L'entrée en relation, le crédit, l'analyse de la solvabilité des personnes et des entreprises pour pouvoir s'assurer que quand on fait un prêt, déjà on n'attend pas 3 jours ou une semaine avant d'avoir une réponse, mais en plus on a la capacité à avoir une analyse de la solvabilité en temps réel beaucoup plus fine que ce qu'on pouvait avoir jusque-là. Jusque-là, c'est souvent, on analyse surtout pour le particulier, ses revenus, ses feuilles de paye, etc. C'est compliqué, c'est pas digital. Maintenant, c'est 3 clics et on a la possibilité de revenir avec plusieurs mois d'historique en arrière sur à la fois ses dépenses, ses revenus et ainsi de suite, avec beaucoup de finesse. Donc, on a énormément investi sur ce sujet-là. On pense que c'est un point qui est très important parce que ça apporte une vraie solution par rapport à des attentes qui sont beaucoup plus fortes des particuliers sur l'instantanéité. On demande, on veut une réponse. La première chose. Le deuxième élément, si on regarde d'un point de vue un petit peu plus macro, vous avez probablement tous entendu parler d'un sujet en ce moment qui est très à la mode, qui est le BNPL, donc le Buy Now, Pay Later. Derrière cette notion de Buy Now, Pay Later, qui finalement est du crédit à la consommation, qui a été un petit peu repackagé, mais qui est en train de se développer sur des écosystèmes extrêmement puissants. Anglais, c'est cool. Ouais. Il y a quand même une notion derrière, si on le regarde à une échelle macro, et quand on regarde un petit peu des pays comme les États-Unis, etc., où on se dit peut-être qu'au bout d'un moment, si on commence à faire du crédit à la consommation sur toutes les petites dépenses qu'on peut faire, il y a un moment, il va quand même falloir rattraper le retard. Et donc, avoir la capacité de faire une analyse de solvabilité à l'échelle individuelle, c'est important, ça évite d'être en défaut, mais à l'échelle d'un pays, je pense que c'est aussi extrêmement important. Donc, c'est un très gros focus pour nous et évidemment sur lequel on continue à investir énormément. La deuxième brique, par rapport évidemment à la partie personnalisation des offres, il y a eu une forte, c'est un peu d'ailleurs en ligne avec ça, une forte demande du particulier et de plus en plus d'entreprises d'avoir des réponses concrètes par rapport à leurs problématiques. Ils ont des moments de vie, des instants de vie, ils ont des demandes, des attentes, ils veulent une ultra personnalisation en fait de l'offre qu'on va leur proposer, et notamment quand ils s'adressent à leur banque. Donc, c'est un des sujets sur lesquels on travaille d'ailleurs depuis l'historique de Tink, puisqu'on était vraiment sur les coachs financiers, c'était le premier métier de Tink. Donc, l'analyse de la donnée, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je faisais la référence à Internet. C'est bien d'avoir beaucoup de données, mais il faut savoir en faire quelque chose. Donc, on a aussi beaucoup investi sur ces sujets-là, de façon à vraiment donner les outils qui permettent de comprendre cette donnée. Qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et tout ce que je dis là est évidemment lié au consentement de la personne. On ne va pas chercher une donnée pour faire de l'analyse. Tink ne fait absolument rien des données, mais si vous décidez que vous voulez avoir un accompagnement de la part d'Omax, par exemple, beaucoup plus personnalisé, vous êtes probablement aussi ouvert à l'idée qu'ils analysent vos données de façon à pouvoir vous donner ce service. Et là, il y a eu un gros push du marché par rapport à ça. Il y a cette attente qui est très forte. Et évidemment, on parlait tout à l'heure de Greenly, d'acteurs de Carbon Footprint, etc. C'est tous les acteurs avec lesquels on travaille. Il y a la crypto qui est en train d'exploser. La crypto, pour rebondir sur un petit peu le point de Guillaume, et pareil pour les paiements d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a cette entrée en relation qui est extrêmement importante. Les gens, quand ils créent un nouveau compte sur un Revolut, un Crypto.com, un Bitpanda ou autre, ils veulent que ça se fasse de façon instantanée. Ils ne veulent pas attendre des semaines.
pour pouvoir faire ça, il faut avoir la possibilité, de l'autre côté, évidemment, d'analyser la personne. Alors, nous, on ne fait pas de la reconnaissance faciale, mais par contre, on est capable d'identifier un compte bancaire et de dire, bah, ce compte, il appartient bien à la personne qui le déclare. Ouais. Et ça, c'est plutôt pas mal pour celui qui va être de facto créditeur. Donc, il va devoir aller piocher sur un compte à un moment pour un prélèvement et rembourser les prix qu'il a fait. Et le dernier point, qui est vraiment en train d'exploser en ce moment, mais je pense qu'on a commencé à en parler, mais c'est le sujet des paiements. Il y a une révolution qui est en marche au niveau des paiements. Alors, on disait tout à l'heure, le paiement par carte, c'est encore quand même une très grosse part, je pense, des paiements qui sont faits. Par carte, dématérialisé aussi. Bien que je pense qu'il y a un frein évident en ce moment sur le paiement par carte dématérialisé, c'est quand même, on porte tous des masques. Ouais. Moi, mon téléphone, il ne me reconnaît toujours pas avec un masque, donc il faut quand même laisser le masque, c'est machin. Faire le code. Voilà, le jour où les masques disparaissent, je pense que la courbe, elle va être encore plus exponentielle. Et évidemment, donc, ce sujet de paiement qui aujourd'hui est encore relativement naissant, on va dire, par rapport, si on prend le pourcentage des paiements qui sont initiés par l'open banking sur les paiements globaux, c'est encore une toute petite partie. Par contre, il y a énormément de cas d'usage qui sont en train de se développer et je pense qu'ils vont aller complètement dans cette logique de dématérialisation des paiements en point de vente à un moment donné, mais dans un premier temps, de faire des virements de compte à compte, pouvoir payer avec un compte en supprimant toute une série d'intermédiaires en fait qui sont pas forcément nécessaires. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus aussi dans le deuxième panel, notamment avec les Monway. Et effectivement, mais là-dessus, donc dans le paiement, donc effectivement, on a le cash et la carte qui représente un peu ce qu'on utilise en général. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on va pouvoir faire des virements chez les commerçants, des missions de paiement ou du request to pay, ce genre de choses. Oui, c'est vers ça qu'on va. Alors, quelle sera la technologie utilisée, le request to pay? Est-ce que ça sera l'open banking? Est-ce que ça sera autre chose? Ça sera à voir. Mais l'open banking, en fait, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce sujet-là, parce que souvent, au niveau de l'open banking, on pense accès au compte pour récupérer de la donnée du compte, la donnée de transaction. Mais quand on accède au compte, on peut aussi initier un paiement, dire au compte, payer un autre compte avec ce compte-là. Et ça permet d'éviter de passer par alors je ne devrais pas dire ça trop fort, mais d'autres alternatives de type carte de crédit, Visa, Mastercard, et ainsi de suite. On donne vraiment un ordre à un compte pour faire un virement. Donc, ça enlève pas mal d'intermédiaires. Ça permet d'enlever toute une série de limites, de plafonds, et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de cas d'usage à la fois au niveau du particulier qui sont en train de se déployer, mais aussi au niveau de l'entreprise. On n'est pas encore au niveau des grands groupes, mais c'est un sujet sur lequel je pense que d'ici quelques années, on va aller. Et l'open banking va vraiment prendre… C'est d'ailleurs un sujet qui est largement pris par le régulateur et par les instances européennes. Enfin, il y a une vraie question de souveraineté au niveau du paiement. Tu citais les grands schemes et qui ont à certains moments banni des pays à la demande de certains États. Tous ces sujets-là, on va les retrouver dans l'API, etc. Je ne sais pas quelle sera la technologie qui sera utilisée, mais effectivement, il y a des lignes qui vont bouger dans les années qui viennent. Fais attention, il ne faut pas que tu supprimes Visa. Non, je pense que… Et je ne pourrais pas en dire beaucoup plus par rapport à Visa, parce que les choses ne sont pas complètement entérinées. Enfin, juste pour ceux qui ne sont pas au courant, Visa a racheté Tink au mois de juin dernier. Mais le deal n'est pas complètement finalisé, donc on n'en parle pas davantage. En revanche, ce qui est assez intéressant derrière ce type d'investissement, c'est que ça montre déjà l'importance de l'open banking pour ce type d'acteurs. Et je pense que ça va être un accélérateur de démocratisation de l'open banking au sens large. Donc pas uniquement pour Visa qui rachète un Tink, mais demain, il y aura toute une série d'autres acteurs. Donc ça va être un très très fort accélérateur sur le marché. Et ça amène vers la dernière question. Je pense que je vois que le temps défile. Du coup, donc dans ce monde où tout le monde dit qu'on va probablement pouvoir sortir enfin de cette crise, de cette pandémie, c'est quoi les usages de demain? Quelles vont être les priorités? Et vers quoi on va tendre dans cette logique innovation digitale, open banking et qu'est-ce qui va arriver demain? C'est la question que tout le monde se pose, qu'on a déjà commencé à évoquer, mais c'est intéressant d'avoir notre avis là-dessus. Je ne sais pas qui veut commencer, Julien ou Moi, je peux un peu dans la continuité de ce que dit Jérôme, c'est on était dans des cas d'usage simple de paiement. J'ai mon compte, ma carte, voilà. On se rend compte que via la série d'enablers, via les gens qui sont mieux formés, qui sont en rôle, qui utilisent leur smartphone,
le paiement va devenir de plus en plus une facilité, va être dévié de son usage primaire et effectivement, ça va permettre de rentrer dans des logiques de proposition de valeur qui sont un peu différentes du paiement lui-même parce qu'il va être couplé à la collecte de données, à du crédit, à des process métiers internes où je vais déclencher des paiements par rapport à des règles qui sont liées à des usages propres à chaque industrie, etc., etc. Et donc, c'est là où on va et ça va renforcer ce côté enabler, ce côté embedded. Voilà. Et donc, on va passer d'un usage de paiement, c'était je paye avec ma carte, je vais chez le marchand, à quelque chose qui va être… le paiement, c'est intrinsèque à l'économie. C'est toute activité, toute industrie, toute entreprise est obligée de faire du paiement, de gérer un flux de paiement, quel qu'il soit, que ce soit le paiement d'une facture fournisseur ou l'encaissement d'un flux. Et là, on va arriver sur quelque chose qui est beaucoup plus diffus et beaucoup plus enabler, vraiment, pour améliorer la performance de l'entreprise, améliorer l'expérience client et rendre tout ça beaucoup plus fluide et beaucoup plus instantané. C'est ça ma vision. Et donc, on va rentrer dans les logiques de fidélisation client dans le monde consumer et de performance opérationnelle dans un monde plus corporate, on va dire, et B2B. Tout ce qui est Hello, cashback, fidélisation. Cashback, c'est fidélisation. Vous regardez le BNPL, en fait, nous, on porte l'offre Net+, donc qui est la carte de paiement fractionné. C'est à la fois une offre de banque digitale, mais à la fois, en fait, une offre marketing. C'est quoi l'enjeu des players BNPL, d'un Scalapay, d'un Klarna, etc. C'est de proposer à des marchands un enabler, une approche marketing qui permet de maximiser leur panier et maximiser leur transformation. Donc, c'est une offre marketing, en fait. Ce n'est pas une offre de paiement. Vous voyez, il faut pas… C'est une customer experience. Ce n'est plus une offre de paiement. Et donc, on va vers ça. On va vers ce genre de concept où le paiement est diffus, est en dessous. Et c'est bien des enjeux marketing, c'est bien des enjeux de fidélisation, des enjeux de performance opérationnelle qui vont primer. Je voulais peut-être juste rebondir dessus parce qu'effectivement, quand on compare la population européenne, alors je ne suis pas du tout expert sur toute la géopolitique et les questions économiques aussi mondiales, mais quand on voit les usages qu'il y a dans les pays asiatiques qui ont eu l'accès justement au paiement beaucoup plus tardif sur les principes de paiement électronique, ces usages-là, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ces paiements sont plutôt des actes un peu anecdotiques. Et en fait, ils vont plutôt consommer des services, des expériences dans un écosystème, notamment avec des super apps. Nous, on est quand même assez loin de ça, mais on a quand même ce sens de l'histoire, cette vision. On a quelque part des usages qui évoluent. On a des populations de plus en plus jeunes qui, effectivement, sont beaucoup plus amenées à payer via de nouveaux moyens de paiement, via les smartphones et autres. Donc, moi, je partage cette vision qu'effectivement, ces actes, en fait, ces différentes solutions de paiement intégrées en fait, dans une expérience client globale pour consommer une expérience ou un service, c'est effectivement le sens de l'histoire et c'est vers ce type de tendance qu'on se tourne. Et donc, en fait, on va vraiment désacraliser ce moment de je sors la carte bleue pour faire un code pour payer. Ça y est, ça, c'était les années 90, 2000. On en sort, on va en sortir, c'est certain. Jérôme, encore, qui est obligé parce qu'il garde son masque. Il ne perd pas. Mais on n'en a jamais mis autant. Il faut avoir un code un peu plus simple, du coup. Pour faire plein de chiffres. Et toi Alors, je souscris complètement à ce qui a été dit sur la partie B2B et sur le paiement. Sur la partie B2C, et c'est en tout cas c'est la philosophie qu'on continue et la stratégie qu'on poursuit chez Omax, c'est vraiment de continuer à travailler cette donnée, qu'elle soit de paiement ou autre, cette super connaissance client qui va bien au-delà du KYC pour vraiment aller proposer du service et du produit à valeur ajoutée pour le client. Et c'est cette individuation et personnalisation de l'expérience client qui est ma vision, un peu mon Graal ultime, doit permettre à nos clients de trouver des réponses à des besoins qu'ils n'ont même pas forcément encore formulés. Et ça, c'est un peu une quête du Graal, mais je pense qu'on a les briques et on va continuer à en intégrer de nouvelles pour permettre ça. Et du coup, je n'ai pas vocation, moi, à devenir une banque principale. Je ne sais pas, tant que je ne proposerai pas du crédit immobilier, de toute manière, je ne serai pas établissement de crédit, je ne serai jamais banque principale. Mais d'ailleurs, je n'ai pas envie de l'être, donc je suis assez à l'aise. Par contre, proposer des solutions on top à des clients qui sont de plus en plus multibancarisés
et leur apporter du service par rapport à ce qu'ils font dans chaque établissement, ça, je pense que ça a de la valeur et c'est ce qu'on va continuer à créer grâce à l'open banking. Ouais, je partage complètement à ça. Et on voit, avec toute la data que vous collectez via l'agrégation de comptes et le coach financier qui est derrière, vous allez pouvoir détecter des moments de vie et des coups durs aussi et accompagner vos clients justement dans la gestion de ces coups durs en leur proposant via des partenariats, parce que vous n'êtes pas établi de crédit, mais un financement, du BNPL, quelque part, on est en train de travailler des solutions autour du crédit conso. Moi, le crédit conso, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, la donnée, je l'ai. L'octroi, je sais le faire. C'est une écriture comptable, c'est mon métier. Si tu me demandes 10 000 euros, j'ai tous les éléments pour te donner 10 000 euros dans la minute ou dans les 10 secondes. Donc, ça, on peut le faire. Mais est-ce qu'il faut le faire pour tout le monde? Est-ce que tout le monde en a besoin? À quel moment est-ce qu'il vaut mieux le proposer pour créer de la valeur? Parce qu'à un moment, on vend aussi des services. Donc voilà, c'est toutes ces questions du moment qui me... Le bon moment. Exactement. Et je vois qu'on arrive au bout. Jérôme, un mot pour conclure, pour conclure, ma vision, c'est qu'on parle beaucoup d'open banking, ce qui forcément fait projeter l'idée que c'est pour le monde de la banque. En fait, alors je ne vais pas rentrer dans l'open finance, l'open data, etc., mais plutôt cette notion d'open banking, pour moi, elle va toucher absolument toutes les industries. Ça commence déjà à être le cas. Mais je ne sais pas si c'est Guillaume, tout à l'heure, tu parlais du paiement. Le paiement, c'est le nerf de la guerre. La donnée financière, c'est le nerf de la guerre, qu'on soit un particulier, une entreprise ou un grand groupe. Et à partir du moment où on peut utiliser, exploiter cette donnée-là de façon plus optimisée, avec plus d'ouverture, forcément, ça touche absolument toutes les industries. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal d'exemples aujourd'hui qui ont été cités justement dans différents domaines. Ça va continuer à pousser. Et le dernier élément que je dirais, je trouve que c'est assez intéressant quand on regarde sur les 2 dernières années ce qui s'est passé, et notamment sur l'émergence de nouveaux acteurs, le développement de nouvelles sociétés. Je pense que BPI est là aussi pour témoigner et a beaucoup aidé. Mais on a quand même fêté hier notre 25e licorne en France, qui est quand même assez extraordinaire. On pensait que c'était un épiphénomène il n'y a pas très longtemps. Moi, quand j'ai rejoint Tink il y a 2 ans et demi, j'avais été interpellé parce que Tink avait levé à ce moment-là 55 millions d'euros, qui me paraissait être assez fou en fait. Je t'ai dit, mais s'ils ont levé autant, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est énorme, c'est énorme. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup plus. 2 ans plus tard, on voit des levées de fonds 10 fois plus. Et à l'époque, Tink n'était pas du tout une licorne en plus. Donc, il s'est passé en 2 ans des choses incroyables. Je ne vais pas dire que c'était un épiphénomène. On en parlait, on regardait, on s'intéressait. À tout d'un coup, il y a une économie qui est vraiment en train de changer. Parce que 25e licorne en 2 ans, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que peut-être que dans les 2 ans qui viennent, il y en aura une centaine. Et ça devient du coup le cœur de l'économie. Alors, c'est évidemment pas que dans l'open banking, c'est dans la tech en général. Mais tout ça, finalement, s'interopère. Et donc voilà, ça sera un petit peu ma conclusion. Je trouve qu'il y a des choses qui sont incroyables qui sont en train de se mettre en place. Là-dessus, moi, je partage. Il y a une vraie appétence des investisseurs pour le digital et pour ces licornes. Après, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu une bulle mais bon, c'est pas le sujet. Peut-être après, il y aura un relais sur la partie verte et on fera peut-être des licornes vertes, ce qui serait souhaitable. On a parlé beaucoup de sujets verts et si je peux me permettre une ouverture là-dessus, c'est qu'effectivement, côté BPI France, c'est ultra important. Et on veut capitaliser sur cette techno quelque part, toute cette logique d'open innovation, les acteurs français, parce qu'on peut travailler avec eux. Et nous, c'est vraiment travailler sur ces services d'accompagnement à la transition écologique et énergétique des entreprises. Et j'ai bien aimé les mots de personnalisation, de coaching, parce qu'en fait, c'est ça, le Graal, c'est les moments de vie qui sont très traditionnels de paiement, d'accès au crédit et autres. Ça y est, on les a vus, on les a revisités avec maintenant de l'automatisme. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va proposer de nouveaux conseils et comment est-ce qu'on va justement aller apporter un plus sur quelque chose qu'on n'attend pas de côté consommateur parce qu'on ne le sait pas encore, on n'est pas encore forcément éduqué. Et c'est comment nous, avec cette technologie, on peut venir apporter ce conseil, on peut venir apporter ce plus, comment on peut aider quelque part à des sujets aussi clés que la transition. Donc là, voilà, si je voulais voir sur ce sujet, ça me tenait à cœur de dire que c'est un axe fort là, de BPI France et je pense de beaucoup d'entreprises aussi en France et dans le monde dans les prochaines années. Ok. Je propose qu'on s'arrête là. Je crois qu'on a fini ce premier panel. Et donc,
On va passer au second panel. Donc, merci à vous, hein, c'était hyper intéressant. Et ces débats sont toujours passionnants. Et on a hâte de voir ce qui va arriver demain. Et les nouveaux usages autour des paiements, de la personnalisation des offres clients, l'expérience client, tout ça, c'est vraiment passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette première table ronde. On va maintenant passer à la seconde. Donc, l'open banking est-il une évolution ou une révolution? Avec, alors nous aurons Lemonway. Je laisse les intervenants rejoindre le panel. BCG, Nickel et Alliancy, toujours à la modération.
On va commencer la deuxième table ronde. Donc, merci à tous pour votre présence. Donc, on commence cette deuxième table ronde. Donc, le thématique aujourd'hui, enfin, de cette deuxième table ronde, c'est l'open banking. Est-ce une évolution ou une révolution? Donc, la question peut sembler le bateau, mais c'est une excellente question. Et donc, pour commencer, donc moi, je me suis déjà présenté tout à l'heure. Donc, je propose qu'on fasse un tour de table. Donc, Thomas, si tu veux commencer. Ouais, donc Thomas Courtois, je suis le président de Nickel. Voilà. Je sais pas, on dit quoi plus. Ouais, j'espère que vous connaissez Nickel. Nickel, c'est donc un compte bancaire qui s'ouvre en 5 minutes dans un bureau de tabac. Voilà, j'espère qu'il y a peut-être quelques clients dans la salle. Moi, j'en suis un déjà. Et donc voilà, et on permet à un public très universel de pouvoir accéder à des solutions, à avoir un compte et effectuer tous ces paiements, encaisser ses revenus et effectuer tous ces paiements au quotidien. Voilà, très simple. Stanislas Nowitzki, je suis Managing Director and Partner au Boston Consulting Group. On est un cabinet de conseil en stratégie et en transformation digitale. Je me spécialise en paiement et je suis plus particulièrement en charge de notre activité Global Acquiring au niveau mondial. Bonjour, Damien Guermont-Pré, président exécutif de Lemonway, établissement de paiement français qui intervient sur l'Europe. Donc, nous avons des clients à peu près dans 21 pays. Et nous servons les places de marché, qu'elles soient B2C, B2B ou dans la finance alternative, voire C2C. Notre rôle consiste à ouvrir des comptes de paiement. Donc, on a ouvert 9 millions qui vont agir comme des comptes de paiement pivot. On va collecter l'argent, cantonner cet argent pour le compte des places de marché, payer leurs fournisseurs. En temps réel, je dirais, on utilise l'open banking depuis le début, en fait, avant l'initiation de paiement, parce que les banques, pour que nous puissions travailler, ont ouvert leur système déjà très tôt, grâce à la PSD2. Super. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, petite intro rapide. Donc, je vais encore citer un autre rapport de Tink qui a été produit en 2020, donc, où ils ont interrogé un certain nombre de dirigeants d'entreprises financières en Europe. Et pour ces dirigeants, ce qu'on voit dans ce rapport, c'est que le mouvement Open Banking s'accélère. L'engouement pour l'Open Banking est passé, il y a 55% en 2019 de ces dirigeants qui avaient un avis favorable sur l'Open Banking, et il est passé à 71% en 2021, donc avec une augmentation assez importante. Ensuite, la deuxième grande statistique qui est intéressante, c'est que 80% de ces dirigeants d'entreprise considèrent que l'Open Banking est une priorité stratégique. Et donc, ce qu'on va faire dans la prochaine 45 minutes, c'est qu'on va essayer de vous dire en quoi l'open banking est une priorité stratégique, quels sont les use cases concrets qui sont mis en avant par les acteurs ici, et enfin répondre à la question, est-ce que c'est une évolution ou une révolution? Et donc, première question, et je vais m'adresser à toi, Thomas, qu'est-ce que c'est, quelle est ta vision, toi, de l'open banking, quelle est ta définition, et quelles sont les priorités sur lesquelles il faut se positionner? Ouais, je vais avoir une définition qui va être assez proche de ce que disait Hugues Mercier tout à l'heure pour Max. Pour nous, Nickel, l'open banking, ça va être la possibilité de collaborer plus facilement avec d'autres acteurs pour apporter de nouvelles solutions à nos clients, que ce soit pour améliorer leur expérience ou pour leur apporter de nouveaux services. Vraiment, c'est comme ça qu'on voit pour nous l'open banking. Et donc, plus largement, pour moi, l'open banking permet à tout un écosystème de se mettre en place et ça permet à des acteurs tels que nous de développer des offres sans les développer nous-mêmes et en s'appuyant sur des solutions développées par d'autres. Voilà, ce qui est quelque chose de très nouveau dans l'univers bancaire finalement. Les banques avaient l'habitude de développer elles-mêmes toutes leurs solutions. Et là, nous, au contraire, on va aller chercher ce qui se fait de mieux sur le marché pour répondre du mieux possible aux besoins de nos clients. Voilà la définition que je peux adopter. C'est une bonne définition. Voilà, pour l'open banking. Damien? Eh bien, c'est la même chose. On constitue un puzzle pour remplacer les banques, finalement, à la fin. Hein. C'est ce qui se passe.
Donc, les meilleures pièces s'ajustent. Et pour gagner du temps, on va chercher les meilleurs, comme tu le disais. Nous, on a été chercher Onfido pour le KYC, une partie du KYC de notre factory de KYC. On a été chercher Ripple pour faire des payouts instantanés de gros montants cross-border. Et on a été chercher Tink pour l'initiation de paiement. Et finalement, voilà, on constitue. Et puis, on a été chercher des banques. On travaille aussi bien avec BNP, Banque Populaire, Banque Postale, etc. Et Barclays et Banque Sabadell. Donc, en fait, on construit cette offre au service des places de marché que nous servons. Toi, moi, je me situe assez proche de la première définition, mais peut-être plus dans une logique de complément que dans une logique de remplacement des banques. Pour moi, l'open banking, c'est une règle du jeu qui instaure une nouvelle dynamique de marché. Et c'est avant tout l'institutionnalisation d'une logique d'un écosystème financier. Et pour moi, cet écosystème financier, il est né de la rencontre d'une réglementation favorable à la concurrence, en Europe en tout cas, à la mise en concurrence des banques, d'un ensemble de solutions techniques, et APIs en particulier, d'un besoin client latent qui a été un peu tardif à s'exprimer, hein, je pense, dans l'univers de l'open banking, et d'une logique d'innovation proposée par les fintechs. Et puis en toile de fond, je pense qu'il y a aussi la réalisation, et c'est un peu ce que tu disais, Thomas, qu'il n'était plus possible d'être parfaitement pertinent pour un acteur financier sur tous les maillons de la chaîne de valeur à l'intérieur d'une seule entité. Au BCG, on a cette notion de banking stack qui montre une évolution d'un modèle où les acteurs finalement possédaient tous les savoir-faire en interne, depuis la relation client, en passant par le produit jusqu'à la plateforme technologique, vers une logique où on va plutôt faire un assemblage. Tu parlais de puzzle tout à l'heure, avec certains acteurs qui vont se positionner en orchestrateurs de cet écosystème focalisé sur la relation client, d'autres qui vont devenir des experts du produit, et puis d'autres des fournisseurs d'infrastructures ou de connectivité. Donc pour moi, l'open banking, c'est un enabler de ce mouvement d'évolution vers un écosystème. Et il y a une chose intéressante que tu disais, c'est le mouvement open banking a été accéléré par la DSP2, et en Europe en tout cas. Absolument, je pense qu'il ne faut pas oublier que cette évolution en Europe, elle est encadrée par la réglementation. Ce n'est pas le cas dans toutes les géographies, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais le mouvement d'initiation, en tout cas d'une vague à plus grande échelle, a été apporté par une évolution réglementaire. Oui, la première table n'a pas parlé du rôle du régulateur, mais je trouve qu'il faut même reconnaître que tout ce mouvement n'aura pas été possible sans que le régulateur pousse les banques à ouvrir leur système. Donner l'accès aux comptes bancaires de leurs clients, c'est tout de même énorme. C'est énorme. Et les clients nous donnent les clés de leur voiture. Alors, et le constructeur le permet. Le constructeur de la voiture. Mais ça, je partage complètement. Et c'est pour ça qu'on voit certains établissements financiers qui mettent un peu de temps à ouvrir ces API. Mais avant l'ouverture de ces API, il y avait d'autres méthodes pour aller avoir accès aux comptes de paiement des clients, notamment via le web scrapping. Tout ça. Mais effectivement, oui. C'est énorme ce qui s'est passé avec la DSP2. Ouais, non, juste pour réagir à ce qui vient de se dire, je trouve que c'est là où aussi on peut voir deux approches sur le marché. On va avoir des acteurs historiques qui vont être plutôt frileux et qui perdent un peu leurs repères et puis sont un peu forcés par le régulateur justement parce que quand même la DSP2 s'est imposée à eux et donc ils voient plutôt cette évolution comme une espèce de contrainte avec la peur de perdre la relation client, de perdre de la valeur ajoutée, de devenir une commodité. Enfin, donc on voit bien les craintes qu'il y a et tout ce nouvel écosystème qui émerge qui lui au contraire profite de cette nouvelle réglementation et en tire le meilleur parti pour apporter plus de services aux clients in fine, quoi, voilà. Et du coup, si on passe un peu plus concrètement sur ce que vous mettez en place, donc sur vos marchés respectifs, quels sont les constats que vous faites et comment vous apportez une réponse à ces constats en lien notamment avec l'open banking ou autre pour répondre aux attentes de vos clients? Nous, Nickel, on est né en 2014 avec un produit qui était extrêmement simple. Hein, c'est un compte, une carte, un relevé d'identité bancaire pour permettre de domicilier ses revenus et de payer au quotidien. Voilà. Au départ, Nickel, ce n'est que ça, et avec un compte qui s'ouvre donc en 5 minutes dans un bureau de tabac. Donc le produit, il est très simple, il est resté d'ailleurs pendant assez longtemps, assez simple. Et maintenant, on se dit que
peut-être qu'il faut qu'on aille au-delà de cette promesse que l'on fait à nos clients de leur permettre de payer, d'être payés. Et d'ailleurs, même dans l'univers du paiement, il y a toute une évolution qui se fait. Il y a l'émergence de l'instant payment, des mobile payments, etc., etc. Et donc, il faut aussi que nous, on soit capable de suivre ce rythme et cette évolution. Et donc, le constat qu'on a fait, c'est ça n'avait pas vraiment d'intérêt de faire tout nous-mêmes, comme l'avaient fait les banques précédemment, et que donc, on peut, en nouant des partenariats avec d'autres acteurs, apporter plus vite ces solutions et le faire sans doute mieux que si on l'avait fait nous-mêmes. Et donc, pour donner quelques cas d'usage, comme toi, on utilise aussi certains services pour faciliter le KYC et l'onboarding de nos clients. Donc, on s'appuie sur différentes plateformes. Tu as cité Onfido, qui est l'un de nos prestataires. C'est pas le seul, mais Onfido en est un. Voilà, tout ça pour faciliter le parcours du client, faire en sorte que l'ouverture de compte soit la plus fluide possible. On a développé des usages dans l'expérience client, par exemple, pour faciliter la lecture du relevé de compte. Donc, on est allé chercher un acteur qui nous permet d'enrichir les transactions de paiement carte de nos clients en ajoutant le logo du commerçant, l'adresse exacte du magasin, en le positionnant sur une carte, en donnant un libellé clair avec le nom de la marque plutôt qu'un nom un peu barbare qu'on a parfois sur les libellés, sur les relevés de compte pour les opérations cartes qu'on a faites. Voilà, tout ça pour enrichir la vision sur le relevé de compte pour nos clients et pour qu'ils ne se posent plus jamais la question de se dire, tiens, c'était quoi cette opération, ce qui limite chez nous aussi les appels d'ailleurs à notre service client. Voilà, c'est un deuxième cas d'usage et ça, on l'a fait vraiment en open banking, évidemment. Le troisième usage que je peux citer, c'est pour développer une nouvelle offre, toujours dans l'univers du paiement plutôt, mais on a offert à nos clients la possibilité d'envoyer de l'argent instantanément partout dans le monde et de mettre cet argent à disposition à travers un réseau de points de vente. Et donc ça, on a fait ça en partenariat avec deux acteurs carrément. Donc c'est un groupement à 3 qu'on a fait avec Monisnap et RIA. Voilà, donc, et tout ça, on a pu le faire en à peine quelques mois, en plein confinement, en pleine pandémie. Je veux dire, si on avait dû le faire nous-mêmes, on aurait été incapable d'ailleurs de le faire nous-mêmes. Donc voilà, je donne ici quelques usages. Et plus généralement, d'ailleurs, maintenant, pour tous les projets d'évolution de notre offre que l'on peut avoir, je veux dire, ils s'inscrivent tous en partenariat avec un autre acteur. Et d'ailleurs, qui n'est pas forcément d'ailleurs issu du groupe BNP Paribas. Nickel est une filiale du groupe BNP Paribas depuis 2017, mais on va chercher des acteurs. On a cette liberté au sein du groupe de pouvoir chercher d'autres acteurs, y compris à l'extérieur du groupe, ce qui est un point fort, quoi. Donc voilà open. Les cas d'usage. C'est très open. Très open, exactement. Et donc on reste bien dans le thème, tu vois. Donc voilà un petit peu les usages que nous on a pu mettre en place chez Nickel. Et donc pour résumer, en fait, vous avez un peu comme au Max tout à l'heure, hein, c'est une stratégie visant à améliorer l'expérience des clients, de vos clients, avec une approche, parce que vous avez aussi une approche assez inclusive. Hein, vos comptes de paiement, c'est aussi donner l'accès aux comptes de paiement au plus grand nombre, ouais. Et notamment à des gens qui étaient un peu exclus du système bancaire. Et tout ça dans une logique de coopération, de partenariat, de plateforme. Et, ouais. Et justement, sur cette approche inclusive, est-ce que vous avez des sujets sur lesquels vous réfléchissez Typiquement, Nickel apporte aussi une solution à des clients qui n'en avaient plus jusque-là. On a apporté un vrai... ça a été d'ailleurs l'une des principales nouveautés qu'on a apportées sur le marché, c'est cette approche vraiment universelle. Hein. La signature de Nickel, c'est le compte pour tous. Donc, on ouvre un compte à tout le monde, y compris ceux qui sont exclus du système bancaire traditionnel. Et ça, on a pu le faire, effectivement, en s'appuyant sur l'expertise d'autres acteurs. J'ai cité Onfido tout à l'heure, par exemple, mais pas seulement. On travaille avec d'autres acteurs comme Monext et même Mastercard, d'ailleurs, nous apporte des tas de solutions. Enfin, bref. Donc, et je dirais que finalement, tout cet écosystème qui se met en place, il permet aussi d'aller toucher des publics que ne touchait plus le secteur bancaire traditionnel. Et on voit bien en France, en Europe et plus largement dans le monde, à quel point la fintech permet aussi de développer l'inclusion financière. Je vais prendre un pays comme le Brésil. Quand on voit toutes les fintechs qui ont pu émerger dans ce pays-là, c'est un mouvement qui est extrêmement fort et qui permet de bancariser des populations qui ne l'étaient pas. Et d'ailleurs, la moitié des fintechs au Brésil sont concentrées sur de l'inclusion financière. Donc, c'est assez
Enfin, c'est assez fort. Donc, c'est un mouvement qui est très bénéfique à la société, finalement, si on le prend comme ça. J'ai le droit de lui poser une question? Est-ce que tu offres une expérience bancaire complète? Alors, non. À ces gens-là, parce que j'ai pas d'épargne, j'ai pas de crédit encore. Mais presque. Mais autour du paiement, elle est très complète. On offre même le dépôt d'espèces, le retrait d'espèces. Donc, quand j'explique qu'à terme, on peut imaginer que ce puzzle remplace l'expérience bancaire actuelle. Oui ou non? Progressivement, en tout cas, on va permettre de couvrir de plus en plus de besoins et probablement. C'est quand même une filiale. Mais sur une niche. C'est quand même une filiale de BNP qui dit ça. Mais sur une niche On particulière. me challenge en disant non, le Pulse ne va pas remplacer les banques, etc. Je n'ai pas dit que les banques ne faisaient pas partie du Pulse. D'accord? Elles sont là. Sauf qu'elles sont ubérisées. Il faut connaître les choses tout de même. Ça, bon, on en parlera là-dessus. Mais les banques se positionnent aussi sur justement cette approche. Mais ça sera la question qu'on va. On en parlera. Peut-être pour réagir sur ce point, au BCG, on travaille avec tout type d'acteurs de l'écosystème, donc banques surtout, mais aussi fintech, PSP, schemes, marchands, avec une couverture mondiale. Donc ça permet de prendre peut-être un peu de perspective sur le sujet. Ouais. Moi, je pense que ce qu'on observe à travers ces différentes catégories d'acteurs, c'est finalement l'émergence de 3 types d'activités principales. Il y a l'open banking. Il y a d'abord le développement d'activités liées à la connectivité. On a parlé d'API versus screen scraping tout à l'heure, avec des acteurs comme Tink, TrueLayer, Rapidly, etc. On a aussi le développement de cas d'usage qui sont fondés sur la donnée. Tu en citais quelques-uns tout à l'heure. Authentification de l'utilisateur, vérification de solde, scoring crédit, initiation de paiement, si on regarde un peu vers l'avant. Et puis, la fourniture de services qu'on pourrait qualifier de périphériques, qui sont des supports à l'activité bancaire, comme le KYC ou l'enrichissement de la donnée existante. Les établissements historiques, spécifiquement, pour la plupart, ils ont initialement adopté une démarche qui était plutôt défensive par rapport au mouvement, qui avait été, comme on l'a dit tout à l'heure, initié par la réglementation. Mais on voit quand même une évolution. Si on se positionne d'un point de vue TPP, il y a 2 ans, dans ce type de table ronde, ce qu'on disait, c'est les API sont soit inexistantes, soit trop peu nombreuses. Ensuite, on a entendu dire que les API étaient mises à disposition, mais que leur qualité était discutable. Et maintenant, on dit que les API sont disponibles, sont globalement d'assez bonne qualité, mais donnent lieu à des expériences clients qui sont trop hétérogènes et donc pourraient être encore améliorées et le coverage pourrait être optimisé. Donc, je pense que ce que ça montre quand même, c'est qu'on est passé d'une logique purement défensive à une logique beaucoup plus constructive et collaborative, et le type de transaction qui a conduit que tu décrivais tout à l'heure pour Nickel, je pense, en est une bonne illustration. Et puis, d'une logique qui était strictement de conformité à la réglementation à une logique de collaboration sur des cas d'usage avec le client en ligne de mire. Et du coup, concrètement, ce qu'on a parlé un peu, stratégie nouveaux entrants avec Nickel, c'est quoi la stratégie des établissements financiers et comment est-ce qu'ils appréhendent ce mouvement open banking? Parce qu'ils ont eu, tu disais, une approche un peu défensive au début, et là, ils commencent à être plus une approche coopérative. Ouais. Mais comme le disait Damien, c'est que un des risques qui est souvent affiché pour ces établissements financiers, c'est qu'ils soient complètement ubérisés et qu'ils perdent, qu'ils deviennent complètement désintermédiaires. Absolument. Je pense que c'est toujours un peu difficile de concentrer ça en quelques mots, mais il y a globalement 3 grands archétypes qu'on peut observer, à mon avis. D'abord, un archétype qu'on pourrait qualifier de partenarial, qui consiste à intégrer des microservices déjà identifiés, dont la valeur est visible du client, qui ont déjà été testés, par un effort technique pour la banque relativement limité. On prend une brique de service qui existe déjà, on l'intègre à notre offre pour nos clients. C'est par exemple la manière dont on se positionne HSBC ou Barclays dans d'autres géographies. Il y a un deuxième positionnement qui est un positionnement vraiment axé sur la fourniture d'APIs. Et là, parmi les banques qui vont au-delà des exigences de la réglementation, on peut citer BBVA ou DBS. Et puis ensuite, il y a des logiques qui vont encore plus loin, qui sont des logiques de construction de plateformes propres. Et je pense que l'exemple de Yolt mis en place par ING en est un bon exemple. Ça, je pense, c'est un peu les trois grands positionnements qu'on voit émerger dans le cadre de la collaboration entre les acteurs historiques et puis les disrupteurs. Moi, je vais vous dire ce qu'on fait chez nous. Donc, concrètement, puisque chez nous, c'est opérationnel. L'initiation de paiement est opérationnelle. Donc, grosso modo, on va piocher dans le compte bancaire des clients finaux leur investissement pour aller collecter cet argent et créditer donc ce compte de paiement pivot
qui va servir ensuite pour investir en temps réel dans leurs projets, dans leurs investissements. Alors, concrètement, nous servons des places de marché. La caractéristique d'une place de marché, c'est qu'elle est régulée. Ses paiements sont régulés. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de stock, donc pas de créance. Donc, il n'est pas question qu'il y ait 1 euro qui passe dans son bilan. Ça, on comprend tous. Donc, il va falloir qu'un établissement de paiement tiers, que nous sommes, va collecter l'argent des clients pour le compte de cette place de marché et pour payer en direct les fournisseurs. Et au passage, payer la commission qui est due à la place de marché pour avoir mis en relation l'offre et la demande. Donc, nous, plutôt que de demander au client final de saisir les coordonnées du virement, je vous rappelle que dans certaines banques françaises, il faut 3 jours pour déclarer un bénéficiaire et qu'ensuite, il faut écrire le virement et que malheureusement, vous allez passer au-delà du seuil. Enfin, c'est une catastrophe. Et il faut des jours pour payer. Alors que là, vous demandez au client les clés de la voiture, donc l'accès à son compte, il vous donne les clés et il initie le paiement. Et le libellé est exactement celui dont on a besoin pour réconcilier les paiements, qui sont donc réconciliés de façon automatique. On le fait avec Tink et ça marche. Alors évidemment, il faut qu'au fur et à mesure, toutes les plateformes y passent. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui fonctionnent comme ça. Demain, on va avoir accès à l'épargne des gens. Pour l'instant, on a accès à leur compte bancaire. Et imaginez qu'on ait en plus accès à leur épargne. Et c'est là où je dis que tout de même, les banques ont joué un rôle extraordinaire. Elles nous ont donné accès au compte bancaire. Et les clients ont eu confiance. Alors ça, c'est le truc, c'est fou. Alors, l'adoption des clients n'est pas encore à 100%. Hein. Quand on regarde les statistiques, c'est plutôt 40-50% des clients sont OK pour donner accès à leur compte de paiement à des acteurs tiers. Mais effectivement, hein, donc, pour l'instant, la DSP2 est concentrée sur les comptes de paiement. Et ce qu'on attend demain, c'est que, enfin, ce n'est pas forcément une DSP3, parce que c'est plutôt sur les directives de paiement, mais qu'il y ait une ouverture sur les comptes d'épargne et de crédit et plus largement sur l'ensemble des comptes. Oui. Peut-être pour rebondir spécifiquement sur ce point, parce que je pense qu'on a évoqué plusieurs fois un peu le périmètre d'application de la réglementation et les possibilités d'élargissement. Si on regarde ce qui s'est passé en Europe, la réglementation qui a été, le périmètre de la réglementation mis en place, c'est finalement un périmètre initialement étroit, compte de paiement seulement, exclusif, qui s'applique aux institutions financières uniquement, sans besoin de réciprocité, unilatérale donc, et aussi gratuit. La mise à disposition est gratuite, mais elle est en réalité coûteuse pour la mise en place par les banques. Si on s'inspire un petit peu de ce qui existe dans d'autres géographies en contraste, je pense que ça permet de se faire une idée de la direction vers laquelle ça va évoluer. D'abord, il y a des géographies où le périmètre d'application est plus large ou s'élargit. C'est le cas en Australie, par exemple, où non seulement on regarde différents types de comptes, pas seulement compte de paiement, mais aussi compte d'épargne, investissement, placement, etc. Mais on va même plus loin que ça. La réglementation s'adresse à d'autres types d'acteurs, telco, fournisseurs d'énergie, avec une logique de réciprocité. Tu accèdes à mes données, j'accède à tes données. De la même manière, sur l'aspect gratuit, aujourd'hui, la mise à disposition des API, c'est un coût pour les banques. Il y a d'autres géographies où cette activité est rémunérée. C'est le cas au Brésil avec des modes de fonctionnement de price per call pour les API. Donc, je pense qu'on peut assez légitimement imaginer une évolution où on aurait un périmètre de la réglementation qui irait en s'élargissant avec un panel de données mises à disposition beaucoup plus important. Et les clients, comme tu le disais, sont plutôt prêts à cette aventure. Avec le périmètre de la réglementation actuelle, nous, dans nos études, on dénote qu'il y a entre 50 et 80% en fonction de la nature des clients, si on parle de particuliers ou de PME, qui sont prêts à donner accès à leurs données bancaires. Mais attention, il y a une condition, et cette condition, c'est la valeur pour le client, le service qu'il reçoit en retour, et voire même, dans certains cas, des incentives financières, comme le cashback auquel on faisait référence dans le panel précédent. Pour illustrer la confiance qui existe, tout de même, on a ouvert rien que 9 millions de comptes de paiement, et chez Nickel, vous avez ouvert combien de millions? On est à 2 400 000 comptes en France. Et c'est des clients B2C. Nous, c'est des clients de place de marché, donc c'est du B2B2C. D'accord? Je trouve ça incroyable parce que les Monoué, ce n'est pas une marque B2C. Et ça ne nous empêche pas, pourtant, d'avoir accès aux comptes des clients finaux. Des places de marché comme October et autres, qui sont des marques récentes, finalement. Et d'ailleurs, si on rebascule un peu sur les Monoué,
on a vu que la pandémie a eu des impacts assez importants sur les usages autour des paiements, la disparition du cash, l'augmentation du plafond de contact, et aussi tout ce qui est autour de la gestion des moyens de paiement alternatifs. Et tu avais commencé à évoquer ça avec il me semble. Du coup, oui. C'est quoi c'est quoi les nouveaux cas d'usage et les nouveaux modes de paiement que vous voyez apparaître Alors, ce qu'on voit apparaître, d'abord, c'est, comme tu le disais, l'explosion des moyens de paiement alternatifs. On a du mal à s'y retrouver parfois. On utilise des gateways pour cela. Faut bien comprendre que nous, on est comme un chef d'orchestre. Donc, on va faire en sorte que la musique continue, même si un des musiciens s'arrête de jouer, parce qu'on a accès à plusieurs musiciens et ça fonctionne bien. Et l'objectif, c'est vraiment que la place de marché et son paiement, j'allais dire instantané, parce qu'on voit vraiment une tendance de marché, c'est l'instantanéité. Ce qui est rendu difficile avec la multiplication des acteurs, sans parler de la gestion des risques, qui est forcément quelque chose à... Enfin, c'est contre-intuitif de multiplier le nombre d'acteurs et d'accélérer les paiements et de mieux vouloir gérer le risque de paiement, de contrepartie, etc. Bref, mais on y arrive et c'est la beauté de la FinTech. Donc, qu'est-ce qu'on voit, nous, comme évolution ? C'est l'instantanéité du KYC, mais l'instantanéité aussi des paiements en collecte et en payout. D'accord ? Donc, le payout, je disais, on utilise Ripple. Et en collecte, on veut absolument pousser Tink parce qu'on trouve que c'est pour le client, c'est d'un confort inégalable. Et demain, c'est ce que disait Jérôme, à savoir le paiement compte à compte. C'est quand même incroyable de penser que Visa, Mastercard, au départ, ce sont des associations de banques qui se transforment en sociétés commerciales avec beaucoup de succès, compte tenu de leur valorisation en bourse. Et puis aujourd'hui, elles rachètent des entreprises qui sont peut-être potentiellement capables de remplacer les cartes qu'elles ont fait émettre par leurs anciens adhérents. Moi, j'étais adhérent en tant que patron de la Banconnet pendant 10 ans et j'ai émis 7 millions de cartes. Mais finalement, le rêve de la grande distribution aurait été que les cartes ne soient pas co-brandées Visa Mastercard. Ce qui m'allait bien en tant qu'émetteur, mais ce qui n'allait pas du tout du point de vue du commerçant, qui n'a pas envie de payer une commission importante, il aurait préféré payer un virement compte à compte. D'accord ? Et c'est ce qui va finalement arriver, avec 20 ans après. Donc le paiement compte à compte arrive. Elles sont obligées d'aller vers ce mouvement-là pour pas pas disparaître. Un peu, par exemple, Kodak qui n'a pas su prendre le mouvement. Et si on parle à nos enfants, c'est quoi Kodak ? Personne ne sait. C'est pour ça que quand vous me dites révolution ou évolution, ça dépend qui est dans la voiture. Pour moi, c'est forcément une révolution. Certains ont décidé d'emprunter, semble-t-il, des routes départementales. Et avant d'aller justement dans la conclusion de ce panel, il y avait une question sur c'est quoi tous les prérequis, les challenges, les risques liés justement à ce mouvement Open Banking. Et pour des acteurs nouveaux entrants, un peu comme Nickel, mais qui s'appuie sur un groupe BNP Paribas, pour des acteurs autour des paiements et des acteurs établissements historiques. On a déjà commencé à évoquer ces sujets-là, mais ce serait bien d'avoir un peu... Ouais. Je dirais qu'au niveau des prérequis, j'en vois 2 essentiels. Le premier, c'est d'abord de bien comprendre les besoins des clients pour leur apporter une innovation qui soit utile et qui réponde vraiment à ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, il est plus dans une logique d'accepter de collaborer avec d'autres plutôt que de vouloir faire soi-même. C'est ce que j'évoquais un peu en introduction. Et du coup, travailler avec d'autres, ça a plein d'implications derrière, parce que ça génère des risques aussi. Donc, d'abord, il faut accepter de travailler avec des acteurs qui peuvent présenter des profils assez variés et être capable de contrôler le travail qu'ils font pour ton propre compte. Donc, voilà, il y a une logique, il y a des enjeux technologiques et organisationnels derrière tout ça. Je dirais que les freins qu'il faut lever aussi, c'est d'accepter de partager cette donnée que l'on possède, de la partager entre nous, au bénéfice des clients. Voilà pour nous, d'un point de vue de Nickel, les principaux défis, ça va être cela. Et donc, je le disais, à la fois vraiment s'inscrire dans cette espèce de partenariat, ouvrir notre plateforme, mais tout en contrôlant tous ces maillons et tous les acteurs avec lesquels on travaille, quoi. Pour s'assurer qu'à la fin, le service il est bien rendu et qu'on ne fait pas porter de risque aussi à nos clients, quoi.
via l'ajout de partenaires. Exactement. Une gestion des partenariats qui soit fine. Ouais. Oui, c'est très bien vu. L'histoire du chaînon faible existe, donc il ne faut absolument pas qu'on ait comme partenaire quelqu'un qui serait un maillon faible, parce que sinon, c'est toute l'expérience client qui est moins compétitive que le voisin. Et en termes de prix, il faut vraiment aller vers des acteurs qui sont globaux et qui sont les moins chers. Ripple, de ce point de vue-là, c'est un concurrent de Swift. Sauf que c'est un concurrent de Swift, tenez-vous bien, plutôt que ça coûte de l'argent, il nous paie. Pourquoi? Parce qu'il a émis sa crypto, et il va piocher dans son stock de crypto chaque fois qu'il a ouvert, chaque fois qu'il doit créer son réseau. D'accord? Donc, il s'est connecté avec 4500 banques dans le monde et elles travaillent toutes et on reçoit de l'argent quand on fait un virement Ripple. C'est juste incroyable. Mais à terme, il aura constitué son réseau concurrent de Swift qui fonctionne. D'accord? Et c'est ce qui se passe avec les émissions de crypto aujourd'hui. Ils se constituent des stocks, ils vont piocher dans le stock pour payer leur réseau et devenir mondial. Et donc, nous, si nous sommes allés vers Tink, c'est parce qu'on savait que Tink était connecté avec toutes les banques. Et dans ce domaine, comme dans beaucoup dans le digital, hein, c'est the winner takes all, c'est-à-dire qu'il faut être gros, il faut jouer avec les gros. Peut-être pour compléter sur cet aspect des risques et des challenges et des prérequis, moi j'en vois 3 principaux. Je pense qu'il y a d'abord un sujet de pédagogie, et en particulier de pédagogie vis-à-vis du client final. Quand on regarde les statistiques récentes, notamment une étude publiée par Mambou en 2021, il y a 80% des répondants qui disent qui déclarent utiliser des services qui relèvent de l'open banking. Sur ces 80%, il y en a 60 qui disent qu'ils n'utilisent pas l'open banking. Donc déjà, on voit un disconnect entre l'usage réel et la perception d'usage. Et il y en a même 50% qui disent qu'ils n'ont pas entendu parler d'open banking. Donc finalement, entre le concept et l'usage réel, on voit qu'il y a une forme de déconnexion qui mérite peut-être d'être expliquée et dont la valeur mérite d'être expliquée. Le deuxième aspect, à mon avis, c'est un aspect de modèle économique. On a parlé tout à l'heure du fait que pour les acteurs historiques, le modèle économique lié à la participation à l'open banking n'est pas complètement clarifié. Et le fait que ce soit venu par la réglementation et pas par l'innovation propre, je pense, a contribué à ce phénomène. Donc, clarifier le modèle économique possible autour de l'open banking, ça me semble un deuxième prérequis. Et puis, le troisième, je pense, c'est apporter une réponse claire aux risques et notamment aux risques à ne pas faire. Finalement, si on se positionne d'un point de vue d'un acteur financier établi, le risque principal lié à l'open banking, c'est sans doute pas la perte de la relation client ou l'ubérisation, mais le risque de ne pas participer finalement à la création de valeur que permet l'open banking. Alors, je suis pas complètement d'accord. Donc, si les gens ne savent pas que ça existe, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a fait notre job. Parce qu'il faut que tout soit transparent, et c'est la beauté de l'open banking, c'est que c'est transparent. On a beau rajouter des morceaux du pulse, à la fin, l'orchestre joue, et enfin le pulse est complet, ça fonctionne, et on a remplacé les musiciens qui jouent mal. Et puis voilà. Donc, s'ils ne sont pas au courant, c'est qu'on joue bien. J'allais dire un peu la même chose, effectivement. Je pense qu'il y a plein de clients qui utilisent des technologies qui font appel à l'open banking, enfin des services qui font appel à l'open banking plutôt, sans s'en rendre compte, et à la limite peut-être tant mieux. L'essentiel, c'est qu'ils sachent ce qu'ils font quand ils acceptent de partager leurs données, etc. Quand ils cochent les cases, voilà. Bon, je suis pas sûr que tout le monde d'ailleurs comprend bien tous les enjeux qu'il y a derrière, mais en tout cas que l'expérience soit suffisamment fluide pour qu'elle soit la plus effacée possible, c'est peut-être pas plus mal d'une certaine façon. Je voulais revenir aussi sur un point que tu soulevais, c'est sur le modèle économique. Enfin, c'est effectivement aussi un enjeu très fort. C'est comment on va se partager la valeur entre tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne. Et ça, c'est aussi un grand sujet chez nous. Enfin, à chaque fois qu'on déploie une nouvelle offre, voilà, c'est quelle est la valeur qui revient à chacun. Donc, c'est une négociation qui peut être un peu longue parfois. Alors, dans la définition de l'ubérisation, celui qui prend la valeur, c'est celui qui est collé au client. Et je crois que c'est toi. Bah, on l'espère, mais quand même, on a besoin aussi que ceux qui nous apportent le service s'en sortent. Mais on voit qu'il y a quand même des acteurs qui ne sont pas collés aux clients, des Trésors, des Exponent, des autres qui arrivent à. C'est ceux qui vendent les pioches, et oui, c'est nous aussi alors. Non, mais sans blague, on a besoin aussi que justement ceux qui nous apportent ce service puissent l'apporter de façon pérenne, pour que nous-mêmes on l'apporte de façon pérenne à nos clients finaux. J'ai bien aimé quand tu as dit qui est responsable. Avant, je voulais le dire. Tu vois, la recherche, parce qu'à force de rajouter des pièces dans le puzzle,
il faut quand même s'assurer qui est responsable, savoir qui est responsable. Hein, toi aussi, tu disais ça. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que la Banque de France, la CPR, ne veut pas que des établissements de paiement travaillent avec d'autres établissements de paiement, parce qu'à la fin, on ne sait plus qui est responsable. C'est l'émetteur du compte de paiement qui doit être responsable. Et c'est là aussi où on entre un peu dans une logique aussi de partenariat avec les banques. Enfin, typiquement, les établissements de paiement, on a quand même besoin des banques pour travailler. Enfin, c'est là qu'on met notre compte de cantonnement, etc. Si un jour on devait faire du crédit, probablement qu'on ne deviendrait pas établissement de crédit. Donc, il faudrait bien qu'on s'appuie sur des établissements de crédit, etc. Donc, c'est là où je pense qu'il y a encore toute une place à la coopération sans qu'on remplace immédiatement les acteurs historiques. C'est vrai qu'on prend des briques de valeur petit à petit, mais de là à remplacer, non, il y a encore... Après, les établissements de crédit ne sont pas tous des établissements financiers historiques. On voit, il y a des modèles, United... Bien sûr, il y a aussi de nouveaux établissements de crédit qui apparaissent. On ne connaît pas l'image du puzzle encore. Ouais, non, on construit, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais du coup, c'est intéressant, et c'est peut-être la dernière question, parce que je vois que le temps file, c'est demain, en gros, c'est quoi le nouveau paysage du secteur financier? À quoi il faut s'attendre et quelles sont les évolutions ou quelle est la révolution En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit apparaître de très nombreux acteurs complètement nouveaux. Enfin, tout à l'heure, c'était Jérôme qui citait la 25e licorne. Enfin, je veux dire, et quand on voit la valeur que prennent ces acteurs, les montants que les investisseurs sont prêts à apporter pour permettre à ces acteurs de se développer, c'est phénoménal. Alors, d'ailleurs, tu disais, est-ce que c'est une bulle ou pas? Je dirais à la limite, peu importe. Enfin, pour les investisseurs, si, la question est importante. Mais pour ceux qui se développent et qui reçoivent cet argent-là, c'est du vrai argent qu'ils ont pour se développer. Donc forcément, pour les dernières levées, je prends Lydia, Conto, etc. Enfin, ils vont faire quelque chose avec cet argent-là. Ils vont développer une bonne offre. Donc voilà, on voit c'est une vraie révolution pour moi parce qu'il y a tout un écosystème qui est en train d'éclore à une vitesse folle avec des moyens colossaux pour se développer, pour développer leur offre. Et finalement, les acteurs qui emprunteront les routes départementales et qui ne sauront pas s'adapter assez vite à ce nouvel écosystème, petit à petit, ils vont perdre du terrain jusqu'à même risquer de disparaître pour certains, c'est sûr. Pour réagir aussi en évolution-révolution, moi je dirais révolution en puissance. On voit quand même que les méthodes traditionnelles de paiement en proportion aujourd'hui représente encore, on l'évoquait dans le panel précédent, l'essentiel des transactions, mais en même temps, on voit cet écosystème éclore à grande vitesse. Tout à l'image d'un diesel, hein, j'ai l'impression qu'on a fait le 0 à 20 dans le 0 à 100, et maintenant, il y a devant nous le 20 à 100, et profitons du moteur coupleux pour attraper cette accélération. Tout à fait. Donc moi, je pense que le puzzle, on ne connaît pas vraiment l'image finale, mais en tout cas, les banques en font partie. Les banques ont un rôle extraordinaire pour constituer l'infrastructure, continuer de bâtir l'infrastructure sur laquelle on travaille. Il est clair qu'on a démontré notre agilité, on a démontré notre complémentarité, notre créativité, notre sens d'innovation, et c'est la raison pour laquelle elles viennent nous chercher pour servir leur propre place de marché. Hein, donc nous travaillons comme ça avec BNP, ça marche très bien. Et donc quand je disais que à terme, le puzzle remplace les banques. Je voulais dire l'expérience bancaire est enrichie. Maintenant, chacun va trouver sa place et c'est sûr que dans la construction des autoroutes, des voitures, etc., je veux dire, on voit bien qu'elles ont encore un rôle extraordinaire. Mais tout va évoluer. Est-ce que l'établissement de paiement doit devenir un jour autre chose pour que l'argent qui est passé en compte de cantonnement et ça peut représenter des milliards soit réinvesti, etc. On verra. D'accord ? Donc, on ne sait pas exactement encore de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, c'est passionnant et merci encore de votre éclairage parce que moi, ça m'aide à avancer. Donc, du coup, j'ai l'impression que tout le monde est un peu d'accord pour dire que c'est une révolution. Oui. On en discutait quand on a préparé la réunion. C'est une révolution, mais qui est une révolution qui met un peu de temps à se déclencher quand même. Et donc, c'est pour ça que la question est intéressante. Évolution progressive ou révolution en puissance. Parce que quand on parle de révolution, en général, c'est quelque chose de brutal et d'instantané. Ouais. J'ai l'impression que le mouvement s'accélère quand même, pour ce que disait Stan. Il y a une question à la salle. Pour être résolu par la création d'un scheme, mais qui apporterait de la lourdeur et des coûts supplémentaires. Je pense un peu à notre pays aussi, en arrière-fond. Alors, plutôt laisser la liberté de
la PSD2 de l'open banking sans scheme, ou alors un bon scheme permettrait quand même d'uniformiser et de rationaliser et de répondre à tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous pourriez reformuler rapidement Alors la question, c'est est-ce que donc il y a la DSP2 qui impose l'ouverture des comptes de paiement aux établissements historiques et à l'ensemble des acteurs sur les services financiers, mais il n'y a pas vraiment de scheme derrière qui encadre l'ouverture de ces API. Donc, ce que j'en comprends, c'est que tout le monde fait un peu ce qu'il veut et avec des expériences et des parcours complètement différents entre chaque client. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas uniformiser tout ça pour permettre en fait finalement une expérience client et aussi les gens qui vont pouvoir exploiter ces API uniformisés, plus simple, plus... donc, je comprends que c'est la question. Oui, on parle de scheme parce qu'en fait, on s'est posé pendant des vingtaines, trentaines d'années la question de l'absence de scheme européen, puisque Visa et Mastercard étaient américains et que la Russie avait créé le sien, et évidemment les Chinois et les Japonais. Donc nous, on n'en avait pas dans la carte, et c'était une bataille perdue parce que finalement, tous les émetteurs ont utilisé Visa Mastercard et c'était plié. Et ensuite, est arrivé le paiement mobile. Et là, on s'est dit aussi, mais pourquoi pas un scheme, etc. Et finalement, l'open banking, en effet, donne la possibilité de voir émerger un nouveau scheme, sauf que c'est contraignant. Il faut déjà un réseau d'acceptation. Est-ce qu'on a vraiment envie de créer un nouveau réseau d'acceptation? Non. On veut pouvoir envoyer l'argent partout. En fait, je suis limité par le réseau d'acceptation de Tink ou de Ripple. J'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, finalement, j'aime autant qu'ils le déploient. Ils ont déjà tous les deux des milliers de banques. Et faut-il donc une barrière? Faut-il un nouveau cadre? Je ne suis pas sûr. Je peux peut-être vous rapporter un complément de réponse. Je pense que ce qui est intéressant dans le mode de fonctionnement des schemes qui se sont développés pendant plusieurs décennies, c'est la clarification des rôles et responsabilités de chacun. Qui assure quoi, qui est responsable de quoi, et en particulier quand ça se passe mal. Donc, ce que je retiendrai de la question, c'est le besoin de clarification de ces rôles dans l'univers open banking. Aujourd'hui, avec le foisonnement d'acteurs, finalement, ce n'est pas toujours parfaitement clair qui porte la responsabilité, et en particulier qui porte la responsabilité dans les situations où ça se passe mal. Est-ce que la réponse ultime est l'émergence d'un scheme, et en particulier d'un scheme européen? Ça me semble un petit peu court comme réponse, ne serait-ce que parce que parmi les schemes, il y a des schemes qui sont mondiaux aujourd'hui. Donc, avoir d'un côté des schemes mondiaux et puis en face un scheme européen, ça peut être une brique importante, un contre-pouvoir dans la souveraineté liée au paiement, mais sans doute pas la réponse unique à l'orchestration du mouvement de l'open banking qui dépasse les frontières européennes. Ouais. Enfin, peut-être pour répondre un peu autrement, en tout cas, l'émergence de tout cet écosystème fait qu'on a une multiplicité d'acteurs qui émergent et et ça a boosté l'innovation dans le domaine financier au sens large. Et donc, je ne crois pas à l'émergence d'un scheme qui va, one size fits all, quoi, ou un truc comme ça. Enfin, je pense qu'au contraire, le mouvement dans lequel on est, c'est que ça a introduit beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus d'innovation, et que je pense que plusieurs solutions vont cohabiter les unes à côté des autres, et chacun ira choisir celle qui correspond le mieux aux besoins de ses clients, quoi, voilà, ou à ses propres besoins. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir. C'est sûr que la position de certains grands leaders va être très challengée. À la fois c'est le cas des banques, mais c'est le cas aussi des schemes type Visa, Mastercard. D'ailleurs, c'est pas pour rien qui font l'acquisition régulièrement de certaines briques technologiques, de fintech, etc. Mais voilà, donc je pense qu'au contraire, ce mouvement permet davantage de concurrence. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vocation, du coup, à recréer un scheme qui remplace tout, quoi. Ouais, et qui peut un peu contraindre les évolutions, les innovations, mais qui aurait l'avantage de proposer des parcours un peu standardisés et faciliter Non, mais je pense que le vrai sujet, c'est à la fin, c'est la sécurité du système, quoi. Et donc, qui est responsable de tout ça? Enfin, je souscris tout à fait à ce que tu disais, Stan, c'est exactement ça. Enfin, nous, en tout cas, quand on développe des solutions avec des partenaires, on s'estime responsable du fait que les partenaires vont bien délivrer le bon niveau de service avec le bon niveau de sécurité à nos clients. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, le régulateur nous l'impose. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Mais je pense que le sujet, il est plus là.
comment on maintient la sécurité globale de tout ça, plus que de créer un nouveau scheme ou de nouvelles normes. Ce qu'on pourrait mutualiser davantage, c'est sans doute le KYC. Ouais, c'est peut-être un enjeu prochain d'ailleurs. Il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. Oui. En tout cas, merci pour la question. Une blockchain ou la France Connect. On a l'open banking sur la partie du coup des banques qui sont obligées par la DSP2 de leur data. Maintenant, quand est-ce que les fintechs elles-mêmes vont devoir être obligées d'ouvrir leur data? C'est-à-dire un fintech qui s'intéresse à l'écosystème de partager sa data, un Lemonway, un Excel, etc. Parce que aujourd'hui, les banques sont devoir donner leur data, mais pas encore les fintechs. Et ça pourrait être intéressant, notamment sur le KYC, de partager sa data. Il y a un peu tous dans le KYC à gauche à droite, il y a des providers, et finalement, si on avait un réseau partagé, on aurait plus de valeur. Peut-être pour relayer la question légitime qu'on a entendue dans l'audience. Je la relais. Je crois que la question c'était à quand est-ce que un partage de la donnée réciproque, pas seulement des institutions bancaires vers les fintechs, mais aussi réciproquement des fintechs vers les institutions bancaires par exemple ou d'autres. Moi, je pense que c'est une question tout à fait légitime à laquelle je souscris. J'évoquais tout à l'heure à l'échelle européenne la logique unilatérale de la réglementation qui a été mise en place. Elle n'est pas forcément absurde dans un point de vue de dynamique historique, parce que là où étaient les flux de données historiquement, c'était finalement chez les établissements établis, avec l'émergence, la croissance rapide des fintechs et puis leur capacité à analyser, collecter de plus en plus de données en volume. Si elles réussissent bien, si elles sont très successful, on peut imaginer que ce besoin de partage devienne de plus en plus réciproque. En tout cas, ça me semblerait être une évolution logique et en ligne avec celle qui existe, j'y faisais référence rapidement, dans d'autres géographies. Après, la question, c'est quelles données ils peuvent partager. Parce que, et quel modèle de rémunération. Parce que la fintech, en fait, elle utilise API pour aller collecter les données qui sont déjà dans les banques. Et après, c'est du coup, la manière qu'elle fonctionne, c'est utiliser les données bancaires, des SP2. Donc, les données, elles sont déjà dans les établissements financiers. On pose la question aux fintech autour de la table. Ouais. Est-ce que vous avez envie de partager vos données avec les banques? Là, en l'occurrence, nous, on est établissement de paiement et on est soumis aux mêmes règles. Et donc, on doit aussi nous mettre à disposition nos données à travers des API. Voilà, donc, on le fait déjà. Une vraie fintech, vous êtes un établissement de paiement, encadré, banque. Ouais, on est quand même un acteur qui est né en 2014. Donc on est quand même un acteur très récent. Nouveau entrant, mais... Oui, le compte nickel fonctionne aussi comme une banque, c'est-à-dire qu'on peut choisir son compte nickel pour partager les données, donc elles sont bien partagées. Absolument. La question, c'est que lorsqu'on y a apporté de la valeur ajoutée, est-ce qu'on la redonne? Moi, je suis pour la transparence totale. C'est-à-dire qu'en fait, on passe notre vie à donner cette information aux clients finaux qui en ont besoin. Ils veulent savoir, la plateforme veut savoir, la transaction est pending, mais il faut absolument lui donner un maximum d'informations qu'on va piocher dans les banques. Donc, je trouve que c'est normal, légitime. Et ça aiderait à la bonne relation de tout partager. Après, d'une certaine façon, la donnée, elle appartient au client et c'est lui qui décide de la partager ou pas, quoi. Tout à fait, bien vu. Bien vu. C'est un peu le corollaire. C'est vrai. C'est lui qui fait le choix, d'ailleurs, au final, de ce qu'il partage ou pas. Est-ce que le choix est toujours très éclairé? C'est la question qu'on posait tout à l'heure, sachant que tout ça doit aussi être les process les plus fluides possibles, quoi. À chaque fois qu'on demande des disclaimers, c'est un peu pénible. Je veux dire, en ce moment, les cookies, là, c'est affreux, quoi. Donc, on clique tous OK ou pas OK, d'ailleurs, selon la philosophie qu'on a. Mais donc, voilà, mais à la fin, c'est quand même le client qui décide de partager. Mais je pense que la réglementation va pousser à ça. La création de valeur. Pour favoriser l'innovation et la création de valeur. La création de valeur dans le monde digital se fait à travers le partage des données. Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai une question, comment tout ça va évoluer avec l'arrivée des CBDC en fait, parce que tout sera sur une blockchain, les données vont être dans un ledger out there for everybody, donc comment ça, éventuellement je sais pas comment ça va se passer, mais du coup je pense que ça va impliquer quand même beaucoup de changements pour vous tous, quoi, non? Ouais.
Je peux peut-être dire un petit mot. La question est intéressante. Enfin, d'ailleurs, je ne cesse de me la poser. Je pense que d'ailleurs, personne n'a vraiment la réponse encore aujourd'hui. Que ce soit d'ailleurs les banques centrales, les banques traditionnelles. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Moi, je pense quand même que à la fin, la question, c'est de se dire, est-ce que finalement, c'est la banque centrale qui va jouer le rôle de la banque pour tout le monde, en mettant comme ça des monnaies digitales, quoi. Moi, je pense que derrière, il va quand même y avoir besoin d'apporter du service derrière ces nouvelles monnaies, et qu'à la fin, ce sont les acteurs qui délivrent aujourd'hui ce service qui sauront le mieux s'adapter à ça. Donc voilà, je pense pas que ça va nettoyer tous les acteurs qu'on voit aujourd'hui, parce qu'à la fin, au-delà de gérer son argent, les banques et toutes les fintechs apportent un service supplémentaire. Voilà, je ne crois pas que les CBDC vont faire une sorte de reset. En revanche, c'est vrai que ça va être une vraie évolution de se dire que la façon dont on délivre le service va être très différent d'aujourd'hui. Déjà, la façon dont on collecte l'information, parce que là, aujourd'hui, J'allais y venir. Je pense qu'il y a différents aspects à regarder. Bon, d'abord, il y a un aspect de vitesse d'émergence. Et aujourd'hui, c'est intéressant sur le plan intellectuel, mais en réalité, de mise en œuvre pratique, on est encore au tout début des CBDC. Hein. C'est plutôt de l'ordre du POC que de l'ordre de la réalité. Donc, on a encore un peu de temps pour formuler une réponse pragmatique. Ensuite, on parlait du rôle respectif des banques centrales par rapport aux banques commerciales. Pour moi, comme Thomas, je pense, c'est la principale interrogation. Est-ce que le rôle des banques centrales va évoluer vis-à-vis des banques commerciales, ou est-ce qu'elles vont se cantonner à leur rôle historique malgré les évolutions permises par la technologie? Les premiers échanges que j'ai entendus à ce propos autour de Money 2020 étaient plutôt dans une logique de no harm policy, c'est-à-dire on ne va pas contrevenir à la mission des banques commerciales ni essayer de les remplacer, en voyant si c'est une ligne de conduite qui tient dans les différentes géographies. Et ensuite, sur le plan technique, il me semble que ça va être une évolution de la modalité de partage de la donnée, mais ça ne va pas changer les fondamentaux dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin de fournir un service à valeur ajoutée, le besoin pour le client de donner son consentement pour l'accès à la donnée qui le concerne, et même si elle est stockée de manière open source, il faudra quand même la décrypter avec l'autorisation du client, et puis la mise en œuvre de responsabilités claires pour les acteurs qui ont accès à cette donnée et qui l'enrichissent. Très bien. Donc, puisque vous parlez de blockchain qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle table ronde, je peux vous dire que nous, chez Lemonway, nous faisons le pari de la réglementation. On pense que ça marchera si c'est bien régulé, et ça tombe bien parce que nous sommes une sorte de tour de contrôle qui doit justement gérer, être le bras armé de cette régulation. Et c'est la raison pour laquelle on est très heureux aujourd'hui d'accompagner des PSAN, des premiers PSAN, des plateformes de cryptoactifs. On accompagne des places de marché qui tokenisent des actifs illiquides, qui organisent des marchés secondaires, ce qui booste leur marché primaire. Donc tout va bien. Dans ce monde-là aussi, on trouve une bonne façon de travailler avec les places de marché de cryptoactifs, et on ne demande pas mieux de participer à des initiatives avec les banques centrales. Ok. Je pense que tout a été dit. Il me semble qu'on a un peu dépassé le planning, légèrement. Et je propose, si ça convient à tout le monde, qu'on s'arrête là et qu'on clôture la table ronde. Et merci à vous pour votre écoute. Merci à vous. Merci à tous. C'est donc ce qui conclut l'événement Open Banking de ce matin. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par retrouver le replay, la première table ronde ou la seconde, tout est disponible sur le YouTube de Finance Innovation, comme l'intégralité des événements. Merci à tous et une très bonne journée.